Voilà, on a dû lui couper les oreilles pour que ça cesse. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une coupe esthétique? Je suis même pas sûr que les personnes qui aient fait ces coupes d'oreilles s'y connaissent en coupe d'oreilles. Donc est-ce qu'il faut vraiment résumer les UKC à des chiens de beauté et les ADBA à des chiens, bon, on va dire des chiens de travail? J'avais bossé pour ce live, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave, vous le regarderez maintenant ou en différé. Un lévrier, le plus rapide est à environ à 72 ou 74 km à l'heure de mémoire. Un malinois qui court déjà très très vite, court à du 50 km à l'heure. Est-ce que quand je parle comme ça, vous m'entendez toujours? Allez, je craque un petit peu. Pourquoi Fazio Red Warriors aussi? Tout ça, c'est aussi un petit clin d'œil pour que les gens comprennent aussi. Quand on écrit chaque fois Fazio Red Warriors Odin. Elodie, le frisbee, très bien Elodie, super. Pensez à tous. Non, c'est un sport, la baballe, bien sûr, la baballe. Le pistage, très bien, je l'ai... Eh, j'espère qu'il y en a qui trichent pas, hein, parce que je vous vois arriver sur Google. Mais aussi parce qu'en fait, un chien de garde peut s'en prendre à un être humain, à un ravisseur, ou à un animal. Enfin, pour des raisons médicales. Mon chien ici a été victime d'œdématome et elle a d'abord procédé à un traitement qui n'a pas fonctionné. La solution numéro 2, la ponction. Ils sont gourmands, ça c'est pas comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à nourrir leur chien. C'est une activité traditionnelle qui a été perpétrée à travers le temps, c'est vrai, tristement. Et on y reviendra un petit peu dans le sujet des oreilles coupées. Pourquoi est-ce qu'on circoncie les garçons, les hommes? Oui, c'est pour des raisons d'esthétique, c'est pour des questions de microbes. C'est marrant, hein, comme ça ressemble tout doucement à quelque chose. Et voilà, on est là tout simplement. Jérémy Tmax, salutations, merci d'être là ce soir. Sicham, salut. Clary, ça va, vous êtes quand même un petit nombre ici, un Rommel. Ça marche, on voit, on entend, excellent. Marco, c'est carré, le son aussi. C'est bon, Vanessa, ça marche, on t'entend, no stress, c'est bon. Sam, truc de malade, ouais, on t'entend, c'est bon, on est ensemble. Les gars, Davy, pour ça, faut toujours dire Inch'Allah. Je suis pas musulman, mais Inch'Allah. Alors... Dylan, salut, Dylan, Estelle, excellent. Ben voilà, ben écoutez, en tout cas cette promo aurait été avortée, hein. Je pense que le peuple qui attendait est parti se reposer, mais c'est pas grave. Alors, sans plus attendre, sujet numéro 1, présentation de Odin et Sacha. Je vais vous amener un complément d'informations sur qui sont-ils, d'où viennent-ils, quelle est leur origine, et voilà. Odin et Sacha, les origines déjà pour commencer, ben écoutez, Odin et Sacha, pour ceux qui découvrent, je sais qu'il y a des nouvelles personnes dans le live qui n'ont pas encore assisté au live auparavant. Odin et Sacha sont donc des American Pitbull Terrier, enregistrés au pédigré UKC. Alors, à savoir que, pour ceux qui ne comprennent pas très bien, on va pas faire un sujet spécial sur les pédigrés, mais je vais quand même vous mettre, je vais quand même vous informer un petit peu. Ce sont des American Pitbull. Alors, je vais répéter souvent American Pitbull Terrier en entier pour vraiment que vous compreniez où est-ce que je vais en venir. Ils sont enregistrés au pédigré UKC. C'est similaire à vos American Staff ou l'American Staff de beaucoup de personnes qui ont des American Staff en France. Vos American Staffordshire qui ont un pédigré sont enregistrés au LOF, au livre des origines françaises. Ça va ? En Belgique, les American Staffordshire ne sont pas enregistrés au LOF quand ils ont un pédigré, parce que le LOF vous appartient. Nous, en Belgique, les American Staffordshire sont enregistrés au pédigré Saint-Hubert. Donc le pédigré Saint-Hubert, c'est votre LOF. Ça va? Dans chaque pays, il y a normalement un registre administré. Et, pas dans chaque pays, mais bref. En tout cas, pour la Belgique et la France, c'est comme ça. Aux États-Unis, un American Staffordshire enregistré, donc qui a le pédigré qui se trouve aux États-Unis, il va être enregistré à l'AKC, donc AKC, ça va? Donc c'est le pédigré des American Staffordshire aux États-Unis, en France le LOF, en Belgique le Saint-Hubert. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? C'est pour que vous fassiez un lien et que vous compreniez plus aisément que ce qu'il en est du pédigré des American Pitbull Terrier aux États-Unis, en France et en Belgique, vu que cette vidéo est francophone, donc je vais m'adresser particulièrement à la France et à la Belgique. Les gens qui sont de Suisse sont plus rares, je ne connais pas du tout la législation là-bas, donc voilà. Ni de Luxembourg ou quoi. Alors, aux États-Unis, il y a deux grands pédigrés qui acceptent qui reconnaît l'American Pitbull Terrier. Il y a l'UKC, où sont enregistrés Odin et Sacha, et il y a l'ADBA. L'UKC, c'est le premier pédigré qui a été créé pour enregistrer les pitbulls de manière officielle au moment où la race a été créée. Et je dis bien la race parce que l'American Pitbull Terrier est une race.
Ça va? La DBA, c'est un registre qui a été lancé 10 ou 20 ans après, est un registre aussi qui regroupe un ensemble d'American Pitbull Terrier. Quelle est la différence entre la DBA et l'UKC au niveau des registres? C'est que le registre UKC inclut non pas seulement les American Pitbull Terrier, mais il inclut également des tas d'autres races, comme le Doberman, le Saint-Bernard, il y a certains bulldogs, il y a plusieurs types de chiens, en tout cas il y a plusieurs races de chiens qui sont enregistrés à l'UKC, alors que dans le pédigré DBA, il y a exclusivement que des American Pitbull Terrier. Je vous ai dit que l'American Staffordshire aux États-Unis était enregistré à l'AKC, l'American Pitbull Terrier à l'UKC et également à la DBA. Qu'est-ce qu'il en est de la France et de la Belgique? En France, l'American Pitbull Terrier, il n'est pas reconnu. Certains le savent, d'autres ne comprennent pas encore parce que on vous fait tourner la tête avec certaines appellations qui viennent un peu fausser la compréhension. Mais en France, il n'y a pas de registre présent pour l'American Pitbull Terrier. Donc, l'American Pitbull Terrier, ils en font un déni. Ça va? En Belgique, contrairement à ce que vous pourriez penser, l'American Pitbull Terrier est également n'est également pas reconnu. La seule différence qu'il y a entre la Belgique et la France, c'est que même si on n'inscrit pas l'American Pitbull Terrier dans un pédigré officiel belge, on reconnaît la race de manière, je ne sais pas s'il faut dire usuelle. Ça veut dire que même dans nos textes de loi ou communaux, eh ben, on parle de l'American Pitbull Terrier. Quand on parle des règles des règles qui parlent de tout ce qui est muselière, laisse, la manière de gérer les chiens à certains endroits, eh ben, en Belgique, on va vous dire telle race, boxeur, machin, matatric, tatatac, et on va vous dire American Pitbull Terrier. On va en parler librement, malgré qu'il n'est pas enregistré dans un registre belge. En France, là, c'est l'American Pitbull Terrier, jamais entendu, ça n'existe pas. C'est plus qu'interdit, il n'existe pas. Et pour couronner le tout, entre guillemets, le malheur pour vous, c'est que on vous parle d'un prénommé Pitbull, mais non pas pour parler de l'American Pitbull Terrier, mais pour désigner un certain type de chien. Nous, de manière générale, moi, quand on me demande qu'est-ce que tu as comme chien, Audin et Sacha, c'est quoi comme chien? Je dis ce sont des pitbulls. Je vais pas chaque fois répéter, ce sont des American Pitbull Terrier. Et tous les gens qui ont des American Pitbull Terrier, ben, quand ils parlent de pitbull, ben, ils disent pitbull. Voilà, donc comme le dit ATN, en France, le pitbull est déclaré comme étant une catégorie de chien. Ça va? Alors qu'en réalité, le pitbull, appelé pitbull, mais American Pitbull Terrier, est une race, mais qui est niée en France. Ça va? Donc voilà, donc en gros, vous avez Sacha et Audin qui sont au pédigré UKC. Ils n'ont pas un pédigré. Il n'y a pas de pédigré pour les American Pitbull Terrier en France. Il n'y a pas de pédigré. Non, Elodie, on a eu des très très gros problèmes. On a commencé il y a vraiment pas longtemps et on va continuer avec les survivants. Les oreilles coupées, ça arrivera après, t'inquiète pas. Je finis la présentation d'Audin et Sacha. Je vais parler un peu de leur mental, leur caractère et tout ça envers les humains, envers les chiens, etc. Et ensuite, on va évoluer avec les sports et les sports canins et puis les oreilles coupées, ça va être très intéressant. Il faudra vous accrocher, sauf si vous vous endormez. Et à ce moment-là, il faudra tout recommencer le lendemain matin ou soir ou en pleine journée. Peu importe. Donc voilà. Alors, je disais, Sacha Audin, American Pitbull Terrier, ils sont originaires de où? En fait, ils viennent d'Italie. Donc, ils vivent en Belgique, mais leurs parents sont des parents qui viennent d'Italie. Ça va? Il y a le père de Audin et Sacha qui s'appelle Jedis American Devils. Axel, donc son prénom c'est Axel, avant c'est son matricule, enfin pas son matricule, mais c'est sa provenance, le nom de son élevage. Ensuite, la mère de Sacha et Audin s'appelle Jedis American Devils Puma, donc ce sont les enfants de Axel et Puma. Okay, ce sont des chiens italiens. Audin et Sacha sont nés en Belgique, mais ils sont originaires d'Italie. Le père est en Italie, la mère a été importée ici. Le grand-père de Sacha et Audin, qui est le même au niveau paternel et maternel, puisqu'il y a eu de la consanguinité, chose qui n'est absolument pas rare dans l'élevage, dans la sélection de races.
mais à un certain pourcentage, hein, ce sont des pourcentages qui sont calculés par les éleveurs, et donc tout le monde ne peut pas jongler comme ça avec, hein, il y a des pourcentages dont on peut autoriser la reproduction afin de fixer des qualités et parfois exclure des défauts, mais tout abus est évidemment mal vu. À partir de combien de pourcents est-ce que c'est bien vu ou mal vu? Malheureusement, il n'y a pas de chiffre officiel, c'est un peu aux éleveurs de s'arranger, de faire les bons choix pour effectuer leur sélection. Ça va? Donc ils ont le même grand-père. Leur grand-père à Sacha et Audin s'appelle Infernal Gordon. Et Infernal Gordon, c'est un chien. D'ailleurs, je vais vous le mettre ici, comme je vous l'avais... je vous ai préparé quelques clichés pour un petit peu animer ce live. Infernal Gordon, c'est un des 2 chiens les plus connus de l'Italie. Dans les pitbulls UKC. Ça veut dire que si vous allez en Italie, vous parlez un italien qui est dans le monde du pitbull, vous parlez de Infernal Gordon, c'est le chien que vous avez ici. Là, il est en compétition, c'est un champion, hein, c'est un grand champion en Italie, très très connu. Et évidemment, il est tout conditionné, il est tout préparé pour ça. C'est peut-être pas le meilleur angle dans lequel on puisse vraiment voir à quoi il ressemble. Là, il est en train de certainement mâcher une petite récompense pour se tenir en statique. Mais voilà, sinon en mouvement, on peut y retrouver un petit peu plus les effets de la génétique en mettant ici un comparé de Gordon et Sacha. C'est certainement une photo que vous avez peut-être déjà vue sur Google ou sur Internet. Ici en haut, vous avez Infernal Gordon et en dessous, vous avez Sacha en pleine action et conditionné, qui à ce moment-là, je trouve en tout cas physiquement, ressemble très fort à son grand-père, dans le sens qu'elle est compacte, musclée, tracée, et ils ont quelque chose quand même de similaire. Hein. Je ne sais pas si je me fais des films, vous me le dites, si jamais vous trouvez que pas du tout, vous me le dites, mais ça m'a l'air quand même... Alors Dylan, la race est reconnue, mais pas souhaitée sur les territoires en France, c'est carrément renié. Ok. Donc voilà. Gordon, donc voilà, je disais que Gordon. Donc en Italie, il y a 2 grands pitbulls, enfin il y a 2 pitbulls qui sont vraiment les plus connus. C'est Infernal Gordon que vous voyez ici au-dessus de Sacha. Et vous avez également Super Macho, que je ne vais pas diffuser. Hein. C'est Infernal Gordon et Super Macho, ces 2 pitbulls-là. Quasiment les 3/4 des pitbulls que vous avez en Italie, dans leur pédigré, ils ont ou Infernal Gordon ou Super Macho. Parce que ce sont des étalons qui ont été tellement reconnus, qui ont gagné tellement de prix, qu'ils ont été utilisés pour plein de montures, et tous les enfants qui sont là-bas, enfin les descendants, descendent principalement de eux. J'arrive pas à croire que le live fonctionne maintenant alors qu'il aurait commencé à 21h, on serait une grande masse, mais c'est même pas grave. C'est même pas grave, on va les laisser. Laisse-les croire que j'irai nulle part. Crapaud deviendra prince. NTM, mon nénuphar. On va aller jusqu'au bout, en tout cas. On parlait donc de leur origine, leur pays. J'ai pris mes petites notes et je vais les consulter abondamment parce que je suis un peu déboussolé. Alors, Fazio Red Warriors. Pourquoi Fazio Red Warriors aussi? Tout ça, c'est aussi un petit clin d'œil pour que les gens comprennent aussi. Quand on écrit chaque fois Fazio Red Warriors Audin, Fazio Red Warriors Sacha, pourquoi mettre chaque fois ce long mot qu'on retient même pas, qu'on n'arrive pas à prononcer, au lieu de simplement écrire Audin ou Sacha? C'est parce que quand un éleveur fait naître des chiens, il met une espèce d'empreinte, une marque, qui est justement celle de son kennel, le nom de son kennel. Là, ici, ils sont nés chez Fazio, qui, lui, donc, a donné comme nom de kennel Fazio's Red Warriors, les guerriers rouges de Fazio. C'est son appellation. Ça veut dire que tous les shows qu'il a fait, dans son projet, dans sa sélection, dans son projet de mariage, pour donner Audin et Sacha et tous les frères et sœurs, eh ben, tous les shows s'appellent Fazio Red Warriors, suivis d'un certain nom. C'est comme au-dessus de Audin et Sacha, vous avez Puma qui s'appelle Jedis American Devils, Puma, parce qu'elle est née là-bas, en Italie, dans l'élevage, enfin chez les éleveurs de Jedis American Devils. Et la même chose pour le père. Donc, quand vous allez, si maintenant moi, je décide de faire des shows avec Sacha, chose que j'espère très prochainement, eh ben, je pourrais à ce moment-là prendre ma Fazio's Red Warriors Sacha, la coupler avec un chien qui s'appellera peut-être, je sais pas moi, Jet Air Brutus, et en les mettant à 2, vont sortir des chiots à ce moment-là, auxquels je donnerai à ce moment-là mon nom d'éleveur, ou peu importe, et pour désigner, donc par exemple, je sais pas, moi je dirais par exemple Sport for My Pitbull, Lucie, Sport for My Pitbull, Nicolas, n'importe quoi, mais c'est juste pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Donc comme ça, vous comprenez d'où vient Fazio's Red Warriors. Indépendamment de ça, au niveau du standard, le rapport poids-taille, Sacha
Audin mesure 51 cm au garrot pour un poids qui est en moyenne de 26 à 27 kg. Il a déjà fait moins, il a déjà fait plus, mais en moyenne, toute l'année, il est plus ou moins à 26-27 kg. Tandis que Sacha fait 44 cm au garrot. Elle est très petite, mais elle est quand même dans le standard. Hein, elle n'est pas hors standard. Elle est petite. Les gens se surprennent souvent quand ils la voient en vrai. Ils font, oh, mais elle est petite. Moi, elle est petite, compacte, mais elle est petite, mais elle est en standard. Elle est quand même dans le standard. Et elle fait 44 cm et demi. Et elle pèse entre 20 et 21 kg. Ne vous laissez pas surprendre par des photos. Des fois, c'est vrai qu'il existe des photos où ils paraissent parfois très très costauds, très très larges. Quand la musculature est proéminente, et ben en photo très zoomée, ben ça fait toujours un effet très Hulk. Elle a sa musculature, surtout quand elle est bien apprêtée, mais ça reste un petit modèle de pitbull. Ici, il y a Sylvain qui nous dit c'est vraiment des sacrés athlètes balèzes. Ben, athlètes, parce qu'on la race, la sélection le veut, et puis c'est vrai que voilà, ils aiment bien travailler, ils aiment bien faire du sport, s'amuser. Alors, Jérémy Tmax, pourquoi les American Pitbull Terrier, les APBT, UKC et ADBA sont si différents au niveau de la morphologie? Alors, je vais te le dire très très simplement, c'est parce que, en fait, c'est pas la sélection qui veut ça, c'est la tendance. On dit souvent, ouais, mais un ADBA, c'est plus sec, c'est plus petit. Il y en a même qui vont me dire, un ADBA, c'est plus grand, c'est plus fin. Et les UKC sont plus gros, sont plus lourds, des ossatures plus lourdes. C'est la tendance qui veut ça. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, certains vont vous résumer les UKC, vous allez peut-être entendre ça de la bouche de certaines autres personnes, ils vont vous résumer les UKC à des chiens de show. Des chiens de show, des chiens de spectacle, enfin de beauté. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, pardon. C'est pas un hasard qui vous dit ça. C'est vrai que en Italie, vous verrez beaucoup de shows de beauté. Par exemple, le père de Sacha et Audin, Axel, Choco Axel, eh ben, c'est un chien qui est champion de beauté, un champion UKC en beauté. Et Infernal Gordon l'a été aussi, mais il était grand champion. Et Sacha et Audin, qui aurait pu être résumé à être que des chiens de beauté, eh ben, écoutez, je vous ai fait la vidéo Sport Dogs Motivation, qui pour moi était un défi et une manière de pouvoir aussi promouvoir le fait qu'avant d'être un UKC, c'est avant tout un American Pitbull Terrier. Et vous les avez vus dans toutes les postures. Que ce soit du traction de poids, du saut, du grimper, de ceci, de cela, ils savent quasiment tout faire. Donc est-ce qu'il faut vraiment résumer les UKC à des chiens de beauté qui savent pas travailler et les ADBA à des chiens, on va dire des chiens de travail? Je ne pense pas. Mais effectivement, la tendance veut que les ADBA qui sont plus proches des lignées, entre guillemets, des lignées combatives, alors que les UKC ont souvent été reproduits dans les concours de beauté et sélectionnés pour leur beauté, une ossature un peu plus lourde, etc. Actuellement, c'est la tendance actuelle. Eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des UKC se veulent souvent plus robustes. Un bon compromis parce qu'ils restent moins robustes que des American Staff ou que des bullies, forcément. Mais ils sont quand même un peu plus lourds, plus robustes que des American Pitbull Terrier ou Pedigree ADBA. Mais en réalité, dans le standard, il pourrait être pareil. Un ADBA pourrait être comme un UKC comme un ADBA, ce serait pas choquant. Et l'histoire nous le montre même. Ça va et pour conclure aussi, dans ta question, la différence de morphologie, les ADBA qui se veulent plus proches des lignées de combat et souvent aussi utilisés pour tout ce qui est sport, de toute forme de sport, hein, comme ils ont une condition préparée, s'ils sont proches de la ligne de combat, ça veut dire qu'ils sont proches de l'exercice, du travail, des préparations sport physiques, etc. Donc ils sont aussi beaucoup utilisés dans le sport canin, mais dans le sport, tout ce qui est je vais pas dire les noms parce qu'on va faire un petit jeu, tout à l'heure avec les sports, donc je vais pas commencer à dire trop de noms de sports. Et voilà, ils en font beaucoup, donc forcément, vu que ce sont des lignées très sportives, des lignées de travail, vous allez avoir des chiens souvent sveltes, souvent secs, souvent tracés, et qui vont être plus sélectionnés pour leur performance que pour leur beauté. Donc là, on va plus retrouver un chien qui en veut, qui a un mental d'acier, un chien qui est paré, un chien qui démarre, un chien qui monte, un chien qui a une belle propulsion. On va le sélectionner et souvent, on va avoir affaire à des chiens plus sveltes, alors que des chiens avec une ossature plus lourde, forcément, ils seront légèrement désavantagés dans certaines activités physiques. Ce qui ne les empêchera pas d'agir, hein, mais ils seront peut-être légèrement moins bons que des ADBA. Alors, Sam, on appelle ça un affixe, effectivement. Donc là, c'est par rapport au Jedis American Devils ou Fanta. Phaseos Red Warriors, tout ça, c'est ce qu'on appelle un affixe, effectivement. J'ai totalement zappé. Merci de me reprendre. Je like ton commentaire, Sam. Alors, Jérémy Tmax, pourquoi? Là, donc, je viens de te répondre.
Chez nous, il faut être au club depuis 2 ans en principe pour demander un affixe. Et lorsqu'on a un affixe, on est obligé de produire du LOF. Ok, chez nous, c'est pas forcément... Attention que moi je dis chez nous, l'UKC n'est pas chez nous, hein. D'ailleurs, quand on... Parce que... Ah oui, une chose très très importante, parce que vous allez parfois entendre, oui, les pitbulls UKC, ce sont pas des vrais pitbulls, ils sont mélangés. On entend de tout, hein. Peut-être que vous avez jamais entendu ça, mais si un jour vous entendez, vous saurez que je vous avais prévenu. Dans le registre UKC, il n'y a pas que des American Pitbull Terrier. Le registre UKC inclut d'autres races, comme je vous l'ai dit auparavant, ça va? Mais ça ne veut pas dire que si vous mettez un American Pitbull Terrier, vous l'accouplez avec un Doberman, un American Pitbull Terrier enregistré au pédigré UKC, vous l'accouplez avec un Doberman enregistré au pédigré UKC, ça ne veut pas dire que si jamais ils font des chiots, ce seront des moitié Pitbull, moitié Doberman au pédigré UKC. Pas du tout. Dans le registre UKC, chaque race, et il y a plein de races actuellement, mais chaque race est bien séparée. Quand vous faites une portée, vous devez déclarer... Déjà, c'est très compliqué d'obtenir les pédigrés. Ça prend des mois. Ça prend donc, si jamais vous achetez un chien avec un pédigré UKC et que l'éleveur vous fait savoir que vous allez avoir le pédigré dans 3 mois, 4 mois, c'est pas anormal. Même moi, j'ai galéré pour obtenir les pédigrés de Audin et Sacha. On doit apporter les preuves de qui est le père, de qui est la mère. Les chiens étant enregistrés, ils ont toutes les données. On doit apporter les actes de naissance, envoyer tout ça aux États-Unis, on communique directement avec les États-Unis, et les États-Unis nous répondent quand ils ont le temps. Donc ça prend du temps. C'est chaque fois que vous envoyez un mail, vous recevez une réponse dans 3 semaines, puis après dans 2 semaines, puis 3... C'est infernal, ça peut dérouter. Mais en aucun cas, les mélanges de deux races différentes inclus au pédigré UKC vont pouvoir se mélanger, faire des mariages et produire un bulldog avec un UKC. Non. C'est les American Pitbull Terrier, ils sont là. Il y a certains chiens de chasse qui sont là. Enfin, il y a plusieurs catégories, il y a plein de chiens différents. Ça, il faut le savoir et gardez-le bien en tête. Comme ça, quand vous entendrez des bêtises dans le futur, sur des groupes ou dans la rue ou quoi, vous saurez quoi leur répondre. Alors... chez nous, il faut être au club. Ouais, ah ouais, pour la fixe, chez nous, non. Donc, quand je dis chez nous, c'est de manière, en tout cas même liée aux règles américaines, parce que pour le phase de Red Warriors, ça faisait pas 2 ans et ils pouvaient malgré tout les nommer ainsi. Sacha a une superbe taille, merci. Mon crâne Mehdi. Alors Papy, salut, merci pour le live. Il n'y a pas de souci, on y arrive enfin. Franchement, les gars, vous assurez, ça me fait plaisir de vous voir encore là. Moi, j'étais en train de peiner. Je sais même pas comment j'ai réussi à débloquer ce bazar, mais ça a vraiment été pénible, hein. Alors, les APBT peuvent également avoir les 2 standards ADBA et UKC. Tout à fait. Un pitbull peut avoir le double pédigré. Ce n'est absolument pas anormal si vous voyez un chien qui a le pédigré UKC et ADBA. D'ailleurs, même moi, pour Audin et Sacha, si je veux, je peux demander le pédigré ADBA. Ce ne sera pas de la triche, ce ne sera pas des faux papiers. C'est vraiment via le pédigré UKC, on peut obtenir un pédigré ADBA. Et même à l'époque, il y avait des chiens qui avaient le triple pédigré. Ils avaient ADBA, UKC et AKC. Rappelez-vous, si vous avez bien écouté, AKC qui est le pédigré de l'American Staffordshire aux États-Unis. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur YouTube sur les Blue Nose et les Red Nose, vous vous rappellerez comment on a créé l'American Staffordshire Terrier. On est parti sur base, on a choisi un pitbull qui correspondait au standard qu'ils voulaient suivre pour reproduire la race. Ils ont pris ce pitbull qui s'appelait Primo, élevé par John Colby. Et c'est sur base de ce pitbull qu'ils ont inscrit en fait ce pitbull à l'AKC et qu'ils ont changé son nom, qu'ils l'ont appelé American Staffordshire Terrier. Ils l'ont pas appelé directement comme ça, ils ont pris mais je fais un raccourci. Ils lui ont donné un autre nom, puis après des années après, c'est devenu American Staffordshire Terrier. Ça va? Donc c'est sur base d'un pitbull, l'American Staff est un pitbull à la base, mais dans sa sélection, on l'a voulu d'une certaine manière qui a fait qu'il a commencé aussi à changer physiquement et mentalement, etc. Ok? Oui, Primo, il avait le pédigré ADBA et UKC, et en étant le premier pitbull à rentrer dans la KC, il avait les triples pédigrés. Il y avait aussi d'autres pitbulls qui, quand ils correspondaient totalement au standard AKC, au standard du pitbull entré en AKC et appelé American Staffordshire Terrier, qui pouvaient aussi avoir le droit d'être enregistrés à l'AKC et donc d'avoir le triple pédigré. Mais aujourd'hui, on peut avoir aussi le double pédigré. Ça va? Donc comme ça répond à la question. Alors, Balam Yassine, y a-t-il des lignées qui produisent des modèles assez bas au garrot, genre plus petit encore que Sacha, où sa gêne en taille n'est pas fixée
et reste le fruit du hasard quand on retrouve un petit modèle dans une porte. Non, non, c'est pas le fruit du hasard. Il y a des gens qui préfèrent les chiens, les pitbulls de plus petite taille, alors ils les sélectionnent. Ils vont jamais prendre des grandes montures, et alors vont toujours avoir des petites tailles comme Sacha, ou un petit peu moins. Mais je sais que chez Lucasé, quand même, la plus petite taille, c'est à partir de 42 ou 43 cm. Hein. Elle est là à 44, 44 et demi. Elle flirte quand même avec le bas des possibilités. En ADBA, je ne pense pas qu'en ADBA, il y a un chiffre de taille bien précis, mais il formule une phrase qui laisse sous-entendre qu'il faut avoir un beau ratio poids-taille, mais je ne suis pas certain que la taille soit définie en ADBA actuellement. Il faudrait les vérifier dans le site officiel. Alors, salut, est-ce possible de t'envoyer un MP pour des questions sur les sports pratiqués avec tes chiens pitbull? Oui, tu peux. Ben, je répondrai pas maintenant, évidemment, mais quand je pourrai. Alors, est-il normal de retrouver de l'UKC dans le loft d'un staff? Est-il normal de retrouver de l'UKC dans le loft d'un staff? Oui, 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 c'est pas impossible. Maintenant, retrouver un staff, à quel moment, en quelle année? C'est plutôt la question que j'aurais envie de poser. Mais c'est pas anormal. À un moment donné, les staffs, de toute façon, à un moment donné, en remontant, vous allez trouver du pitbull enregistré au registre UKC ADBA. Patrice Ferrol, comment expliques-tu la grandeur de Odin comparé à Sacha? Ah, mais ça c'est comme les êtres humains, hein. Ça c'est comme les êtres humains, vous avez des frères et sœurs, il y en a qui font 1m90, d'autres qui font 1m90. Vous avez vu, maintenant je dis 1m90 directement au lieu de dire 1m90. Non, il y a des êtres humains. Allez, quand vous avez les mêmes parents, mais vous avez des enfants qui sont plus grands, des enfants qui sont plus petits, parfois c'est des frères et frères qui ont des tailles différentes, parfois des frères et sœurs qui ont des tailles différentes. Donc c'est le cas. Après, Odin, il est bien plus grand que Sacha, il fait 51 cm, mais il est pas très grand quand même, hein. Il a une taille vraiment normale, moyenne. Après, ça dépend du chien que vous avez. Si vous avez un petit chien, vous allez trouver que c'est grand, mais si vous regardez tous les types qu'il y a en France ou même ailleurs, mais voilà, moi je vais parler pour la France parce que j'ai vu pas mal de chiens de France, bah, vous allez voir beaucoup de chiens qui font des 56 cm, 58. Bon, après, c'est pas tous des... Enfin, c'est pas tous. Ils sont pas censés d'ailleurs être des... Bon, bref, il y a des chiens, voilà. Il y a des chiens qui sont beaucoup plus grands, voilà, en France. Nous sommes en direct et nous serons aussi en différé. Et n'oublions pas que dans tous les sujets que nous allons aborder, que nous ne sommes pas uniquement ensemble, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont venir jeter un œil et se renseigner, voir un peu ce qui se passe dans le terre-terre de l'émission amateur de Junior Big Black Boy. Oui, c'est moi. Alors, non, mais blague à part, je vais être très honnête et répondre à toutes vos questions entièrement. Mais il faudra bien vous rendre compte que si vous me posez des questions très profondes, hein, on se devra de faire attention à ce qu'on dit pour pas que ça nous porte préjudice non plus ou que les choses soient mal comprises par la presse et les choses comme ça. Je dis la presse, je n'exagère pas vu qu'on a déjà été contacté par la presse. Donc il y a des gens qui ont le regard sur nous, donc il faut pas sous-estimer. Mais toujours continuer de se retransmettre les informations, de s'informer et de partager, se poser des questions, répondre, se rattraper comme on m'a déjà rattrapé quelques fois lors de ce live ou d'autres lives, et c'est très intéressant. Il y a des questions aussi que vous posez qui permettent de débloquer des réponses qui peuvent intéresser tout le monde, donc c'est super intéressant. Donc voilà, alors, indépendamment de tout ça, pour clôturer avec eux, bah écoutez, au niveau du comportement, oui, donc je vous avais dit le caractère de Odin et Sacha face aux gens, aux chiens, et même de manière générale. De manière générale, déjà, il faut savoir que Odin, c'est un chien qui est très proche de son maître, donc de moi. Mais vraiment, je le sens pas trop quand ils sont ensemble, en effet de meute, mais quand je suis seul avec Odin, eh ben c'est vrai qu'il est très regardant sur ce que je fais, il est très proche, jamais même juste dans un endroit où il peut être lâché, il va souvent rester près de moi. Pas par peur, hein, mais je peux pas expliquer pourquoi. En même temps, c'est un excellent gardien, et il est très très protecteur avec Sacha. Il est très protecteur avec Sacha. Ça veut dire qu'il surveille Sacha et il est prêt à la protéger de n'importe quoi. Il y a un bruit, il va près de Sacha, il l'entoure. Enfin, il est vraiment... C'est assez spécial à voir. Et c'est d'autant plus spécial que lui, il est très protecteur sur Sacha, mais Sacha n'est pas protectrice comme ça sur Odin. Et c'est pas sa petite sœur. Oui, elle est plus petite. C'est sa sœur, mais c'est pas sa petite sœur. Hein, c'est une bonne alliée. C'est une superbe alliée avec Odin. C'est son allié, sa collègue presque, hein, mais elle l'accompagne, elle va le suivre dans un exercice, elle va le suivre dans une mission qu'ils vont se mettre en tête.
Mais elle n'est pas protectrice de la même manière. Alors lui, il la protège vraiment, il en fait sa mission. Et je pense qu'il serait protecteur avec moi. En tout cas, je sais qu'il est très proche de moi, il est très attentif. Et voilà, Sacha est beaucoup plus indépendante aussi. Sacha, c'est la chienne, si je vais dans un endroit, ou par exemple si je vais dans une maison où je lâche les chiens, Sacha, elle va faire toutes les pièces. Elle va partir, elle va commencer à fouiller dans toutes les pièces, tout ça, elle va faire son tour. Je peux même partir, il faudra que je l'appelle avant qu'elle vienne, et puis elle viendra. Alors que Odin, il va rester près de moi, mais s'il voit que Sacha part, il va aller regarder un peu en mode entre les deux. Je dois rester un peu près de Sacha, un peu près de mon maître. Il va aller, il va faire un tour, il va fouiller un peu partout. Mais si je dis une fois Odin, bam, il va revenir tout près. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est voilà, de comment est-ce qu'ils sont en général. Je sais aussi que Odin, parfois, ça lui arrive d'avoir certaines craintes. Je vous disais que c'était pas de la peur qu'il avait, mais des fois, il va avoir des craintes sur des petits objets. Peut-être que est-ce que ça vous arrive de balader vos chiens dans certains endroits et de vous rendre compte que, je sais pas, vous marchez dans la rue et il y a une statue qui a une forme bizarre et votre chien qui aboie dessus ou qui lève la crête ou qui panique un petit peu par rapport à cette statue. Est-ce que ça vous arrive parfois? D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si jamais vous avez votre chien qui mène sa petite vie, mais qui des fois, par rapport à certains objets, un objet précis ou une statuette ou un truc spécial, eh ben, il va se retrouver avoir des réactions un peu spéciales. Odin, ça lui arrive. C'est très rare, mais ça lui est déjà arrivé 2-3 fois, donc j'ai pu constater ça. Notamment quand on a voulu prendre déjà sa mesure au garrot dans un événement. Eh ben, l'instrument qui sert à mesurer les chiens, eh ben, je sais que Odin s'en est fait une frayeur. Chose qui est bizarre parce qu'il est quand même assez... Allez, voilà, il a confiance en lui, il va droit devant et tout ça, mais des fois il a des petites frayeurs, alors que Sacha, c'est très très rare. Je l'ai pas encore vu d'ailleurs déclarer une frayeur, pas que je me souvienne, sur un objet particulier ou quoi que ce soit. Pour conclure sur leur comportement de manière générale, je dirais que Odin, c'est un chien qui est très prudent. Ça veut dire que lui, s'il sent un danger, s'il y a par exemple, en une phrase, si jamais il y a un pigeon qui se trouve sur un rebord de balcon, Odin, il va pas sauter comme ça sur le pigeon. Il va penser, il y a le vide, il y a le pigeon, qu'est-ce que je fais? Il va faire une petite accélération, il va calculer sa manière de sauter, mais voilà, il va faire attention. Alors que Sacha, elle est plus suicidaire. Elle va dans tout ce qui bouge, elle peut traverser un mur si c'était possible, elle marche n'importe où aussi, mais ça peut être préjudiciable parce qu'elle peut aller marcher sur des morceaux de verre, alors qu'Odin, lui, il va regarder le sol, il va regarder où est-ce qu'il marche, s'il sent que là c'est chaud, là c'est ceci ou là c'est cela, il va contourner, il va faire attention. Mais Sacha, elle est trop rentre dedans. Sacha, elle pourrait mourir bêtement en fait. C'est triste à dire, mais elle pourrait sauter pour attraper un pigeon et tomber dans le vide. J'ai pas envie de dire qu'elle réfléchit pas, parce qu'elle réfléchit. Elle est très astucieuse. Très astucieuse. Donc, elle sait réfléchir. Mais elle est très rentre-dedans aussi. Elle est très astucieuse dans le sens où, si je les fais courir par exemple en rond, comme je les entraînais dans un parc avec un espèce de géant bac à sable, comme pour les chevaux qui tournent en rond comme ça là. Eh ben, si je les fais courir en rond avec un poids derrière eux, eh ben, Odin, il va chaque fois faire le tour de la piste, normalement. Alors que Sacha, elle va faire une fois le tour de la piste, et après elle va se dire, ouais, si je coupe sous cette balançoire, ça va aller plus vite. Si je coupe entre ces deux trucs, si je passe entre ces deux poteaux, ça va aller plus vite. Et il lui faudra qu'un seul tour pour s'en rendre compte. Et instinctivement, elle va prendre les raccourcis. Donc, quelque part, il y a de la réflexion. Elle est stratégique. Elle cherche à prendre les chemins les plus courts, passer par les endroits les plus ceci, par cela. Même dans ses mouvements, elle va pas hésiter à faire un salto ou un mouvement très très étrange qui va tordre son corps dans tous les sens pour atteindre son objectif. Elle a une forme d'intelligence instinctive qui lui appartient. Donc voilà, en gros, je vois un peu les commentaires vite fait. Une large fourchette. Ça fait une large. Qu'est-ce que tu veux dire par une large fourchette, papy? Papy, c'est ton nom, ça? Alors, dans les fourchettes de prix, comment t'expliquer la grande... Dans une fourchette de prix, combien coûte un American Pitbull Terrier, s'il te plaît? Un American Pitbull Terrier avec un pédigré, logiquement, on a toujours eu en tête que ça coûte environ entre 1000 et 1200 euros, mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des bonnes chances de trouver des gens avec des American Pitbull Terrier avec pédigré qui vont vous les vendre à entre 900 et 1000 euros. Et alors après, il n'y a pas de prix forfaitaire. Hein. Ils peuvent se vendre 2000 euros, 3000 euros, 4000, 5000 euros. Les chiots de Odin et Samui, on en avait parlé brièvement dans un des lives, je crois le numéro 2 ou 3, je sais plus. Les chiots de Odin et Samui, ils avaient été vendus entre 3000 et 5000 euros. Mais c'est pas moi qui les ai vendus.
C'est la personne qui a, Vincenzo Bueno, qui a la femelle, Samui. Les prix ne sont absolument plus tabous, vu qu'ils sont connus de déjà beaucoup de gens qui ont demandé. Donc voilà. Maintenant, ça peut choquer des gens, etc. Je peux comprendre, mais je pense que des fois, je me dis c'est l'offre et la demande. Après, c'est pas évident hein, quand vous. Mais bon, ça j'avais prévu déjà pour le live suivant qu'on allait parler justement des prix des chiots de manière générale, le pourquoi, du comment, etc. Donc, je vais peut-être pas trop creuser là-dedans ce soir. Surtout qu'on a des sujets qui nous attendent, donc on va peut-être avancer. Mais voilà, il y a de tout comme prix. Le mien, tac, tac, tac. Le mien, c'est sur les sacs poubelles dans la rue parfois. Bah oui, il y a des chiens, donc Dylan nous dit que son chien saute parfois sur des sacs poubelles. Est-ce que la qualité de mon micro est intéressante? C'est quand même un nouveau micro. Est-ce que quand je parle comme ça, vous m'entendez toujours? Allez, je craque un petit peu, parce qu'il faut que il faut que je me soulage un peu, parce que j'arrive pas à croire qu'on ait gâché ma soirée de cette manière-là, à cause de la technologie. Mais on oublie ça, on continue. Sako me le fait tout le temps. Ah bah ouais, mais Sako c'est le staffy, hein. Lui là, ouais, c'est vrai qu'il a l'air quand même opérationnel. Alors, elle est très sensible au bruit, la mienne. Ah bah voilà, au bruit. Bah, les bruits, d'où l'importance quand le show il a 3 ou 4 mois, l'importance de les sociabiliser un maximum avec tous les bruits extérieurs. Quand vous allez chez le garagiste, amenez votre chiot. Quand vous passez l'aspirateur, montrez à votre chiot. Tous les bruits bizarres, les clings, par exemple, faites même exprès, faites sonner des bruits, faites passer à la télévision, et pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises, pour pas que ce soit un choc ou un traumatisme. Faites-les entendre pas mal de bruit, surtout entre 3 mois et 4 mois, parce que c'est là que la base de leur cerveau se fait. Et plus tard, ce sera banalisé. Mais s'ils ont un traumatisme ou un truc qui les choque ou un truc qu'ils connaissaient pas, eh ben même à 1 an, 2 ans, 3 ans, ils peuvent entendre point et faire pipi sur eux directement, ou stresser complètement, ou avoir peur de l'aspirateur, le considérer comme une menace, etc., etc. Donc voilà pour la sensibilité au prix. Jérémy T-Max, quand tu auras un prochain chien, pense-y et tu pourras l'habituer. D'ailleurs, moi personnellement, au niveau des bruits, justement, j'avais le problème dans le passé, mais avec Sacha et Odin, il n'y a pas un seul bruit qui leur fait peur. D'ailleurs, les bruits ne les surprennent même pas, parce que je crois que je les ai tellement habitués à tous les bruits que ils sont très rarement surpris. Sauf quand ils dorment et que je les réveille en faisant des bruits bizarres. Alors, oui, lol, on a une camionnette avec... Alors, Estelle, on a une camionnette avec un motard peint dessus qui se gare souvent vers chez nous. À chaque fois qu'elle le voit, la chienne aboie dessus. Ouais, c'est des choses, hein, c'est des trucs comme ça bizarres. Hein, moi, je vous dis, il y a une statue d'un très gros chien, mais qui ressemble même pas à un chien. C'est une figurine ou un truc, un espèce de gros faux chien ou 2 lions. Il y a aussi 2 lions comme ça qui sont en statue. Odin quand il les voit. Et il y a aussi une espèce de chaise, mais qui a une forme étrange et c'est bizarre. Ils ont des réactions devant ce genre de truc. Elle est kamikaze pour son papa, Sylvain. Jesse Lyon est teubé aussi. Il a sauté de 10 mètres. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, comme il est toujours là, c'est qu'il s'en est sorti. Mais les chiens qui sautent dans le vide, ça me tue. Hein. Il y a des chiens qui s'en sortent avec des pattes cassées, mais c'est pas top. Hein. C'est pas génial. Hein. Les chiens, nous aussi, comme nous on a la conscience de savoir ce qui est chaud, on doit faire attention à pas les autoriser à faire des telles bêtises. On doit faire très très attention et pouvoir surveiller, mais des fois c'est vrai que ça va trop vite. Compétitive, ouais. Mokrani de haut. Ah oui, de haut, de 10 mètres, il a répondu. Christophe, je te salue. Salut Christophe. Ça me fait plaisir de te savoir ici, hein, avec ce faux départ, encore une fois. Je crois qu'il faut toujours qu'il y ait un truc. Christophe, je te salue, vraiment, ça fait plaisir de te voir ici. Ça me fait plaisir. Je vais te passer un coup de fil, je commençais à hésiter ces temps-ci, hein, parce que je savais pas trop dans quel état d'esprit t'étais, mais ça me fait plaisir. Merci d'être là, et on se capte ces jours-ci. Michael Fétida. Snow lui aussi est complètement fou, il a sauté de 5 mètres et a atterri dans l'eau. Oh putain. Eh mais 5 mètres c'est haut, hein. 5 mètres c'est pas bas, 5 mètres c'est haut. 5 mètres c'est pas rien, heureusement qu'il y avait de l'eau, parce qu'à 5 mètres je sais pas si le chien il va rester, il va respirer encore, hein. Ou avec les 4 fers brisés. Mais mais dans quel cas, mais comment t'as fait ça toi, le truc des 5 mètres? Alors, nos 2 pitbulls ont exactement le même comportement. nous dit Rommel Micaletto. Jessie qui dit ok, ça c'est entre vous, je vous laisse. Bien, sur ce,
Sako, c'est un staff, c'est celui qui fait la taille et le poids de Sacha. Ouais, ouais, non, non, non. Maëlys, Sako, je sais très bien c'est qui, hein. Mais du coup, si c'est un staff, et moi dans ma tête, j'ai que c'est un staffy. Pourquoi? En fait, je vois très bien, c'est le brun et tout, t'inquiète pas et tout. Il y a même encore un colis et une laisse qui sont en train d'arriver pour toi. Cette fin de semaine ou début de la semaine prochaine d'ailleurs, je te le dis au passage. Mais Sako, en fait, moi je le voyais comme un staffy, mais je suis bête. Mais c'est vrai qu'il a les mêmes mensurations que Sacha, je me rappelais qu'au niveau des poids de taille, c'était la même chose. Il est toujours opérationnel, c'est vrai qu'en plus il aime bien le sport aussi comme elle. Vanessa, le son est parfait et ta voix n'est pas transformée, tout va bien, c'est excellent. C'est génial. Ok, très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, il restait... Ah oui, bah, les points communs entre Odin et Sacha, bah, tous les deux ils sont assez explosifs, déterminés, vifs, vigoureux, très éveillés, solides, ils se font rarement, rarement mal, sûrement comme beaucoup d'entre de vos chiens. Ils sont gourmands, ça c'est pas comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à nourrir leur chien. Il y a beaucoup de gens qui, je sais, demandent souvent, ouais, mon chien n'avale pas ses croquettes, qu'est-ce que je peux faire pour lui augmenter son appétence? C'est vrai. Même ma première chienne aussi, elle était comme ça. Elle se régulait, mais elle mangeait pas beaucoup et tout ça, mais... Et vu que moi, je pensais que ça devait manger beaucoup plus, parce que dès que je marchais dans la rue avec mon ancienne chienne, les gens disaient dans la rue, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle est mince comme ça? Tu lui donnes pas à manger? À ce moment-là, j'étais très, très sensible à ce genre de remarques par rapport au physique. Beaucoup d'entre vous le sont encore certainement. De toute façon, on l'est toujours un petit peu quand on parle du physique de nos chiens, presque en mal. Ça nous fait jamais beaucoup du bien. Enfin, ça nous fait jamais du bien. Donc voilà, je m'interrogeais, mais c'était avant que je comprenne que les pitbulls sont des chiens, allez, censés être athlétiques, et que nous on attend que tout gonfle, et également leurs hanches, alors que les hanches n'ont pas à être gonflées. Enfin voilà, c'était avant, ça c'était avant. Ensuite j'ai compris, Sacha et Odin ils mangent très bien, c'est vraiment des gourmands, ils mangent tout. Si les gamelles sont, tant qu'il y en a dans la gamelle, ils mangeront encore et encore et encore. Et ce sont des challengers, des grands challengers, je l'ai déjà dit auparavant. Ils aiment la compétition, ils aiment se dépasser, surtout l'un l'autre. Ils évoluent beaucoup dans le challenge entre eux deux. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de couples de chiens, peut-être que vous avez ça entre vous, il y a beaucoup de couples de chiens, quand ils sont ensemble, eh ben, il y en a toujours un qui laisse l'autre gagner. Je sais pas si vous avez ça avec vos chiens, qu'il y en a toujours un qui laisse l'autre gagner. Ou parfois ça dépend des jeux. Dans un certain jeu, A va laisser B, et dans un autre jeu, B va laisser A gagner. Mais moi, allez, avec Odin et Sacha, ils sont tout le temps en compétition. Dans quasiment tous les sports, ils veulent tous les deux chaque fois gagner. À la limite, le seul truc peut-être que je fais pas vraiment de course entre eux, c'est le drag pull sprint. Je les fais séparément, ou alors je les fais en mode ils ont leur harnais de traction et du lest, et alors je les laisse en mode en mode libre, hein, en mode libre de façon à ce que ils puissent, chacun va courir, respirer, resprinter à son aise et faire comme bon lui semble. Mais de manière générale, ils sont en compétition sur le spring pool, ils sont en compétition sur tout ce qui est ouais, traction, ils sont en compétition, mais allez, ils veulent, quand il y en a un qui travaille, l'autre il veut, puis quand c'est l'autre, ben l'un il veut, etc. Pour tout ce qui est de sauter high jump, ils sont aussi en compétition, ils aiment bien se dépasser les deux pour remporter. Donc voilà. Le caractère avec les gens, ils sont super sociables, comme le veut la sélection de la race au départ, hein. Ils sont super sociables, même si on peut les voir aboyer de temps en temps à gauche à droite, mais avec les humains, ils sont bien sociabilisés. Ils ont aucun problème, ni Sacha ni Odin. Sacha est plus câline. Sacha, elle est demandeuse de câlins. Sacha, si vous allez la caresser, elle va se faire caresser. Ceux qui l'ont bien rencontrée dans de bonnes conditions le savent. Elle va rester très proche de l'humain. Elle va gratter des caresses dans le bas du dos, dans la tête, partout. Ça, c'est Sacha. Elle est très câline, très sociable. Odin, il va prendre une caresse et après, il va faire sa vie. Donc, il aime bien venir dire bonjour. Il prend une caresse et après, il fait sa vie. Ça, c'est Odin. Mais ils sont très, 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 très cool, très, 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 très sociables avec les êtres humains. Par contre, ça ne les empêche pas d'être des bons gardiens, des bons chiens de garde. Dans le sens où, si vous venez dans le domicile où ils vivent et qu'ils ne vous connaissent pas, ils vont vous le faire comprendre. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez vous imaginer qu'ils ont envie de vous enlever la vie. Alors qu'ils font leur taf de chien de défense que n'importe quel chien ferait, autant les bichons que des labradors, que des dalmatiens, que des matins de Naples, que des dogs de Bordeaux, que des pitbulls ou des American Staff. Inutile d'essayer de prendre cette information pour vous en servir contre. Ce n'est pas un comportement anormal. Et je l'avais déjà dit dans le live précédent, l'être humain, il aime trop penser à ses intérêts. Si votre chien aboie quand vous avez de la visite d'inconnus, vous allez dire non, pas comme ça, Brutus. Allez, mais ce chien, il écoute rien. Et si jamais par contre vous dormez et que vous avez quelqu'un qui vient tenter de s'immiscer dans votre maison et qui réagit,
Là, vous allez dire, ah, heureusement qu'on avait Tyson avec nous. Je vais souvent dire Tyson quand je parle de chien parce que Tyson, c'est le nom le plus répandu dans le monde allez, que je vois dans les pits et les staffs. Mais oh ouais, heureusement que Tyson était là pour prévenir du voleur, sinon on allait avoir des problèmes. Hein. Eh ben ouais, mais non, mais c'est pas comme ça. Le chien, il est pas aussi malin que nous, il sait pas faire la différence entre tout. Lui, il voit juste étranger, je signale, habitué, je ne signale pas. Donc c'est comme ça, il faut être fier de le garder ses caractéristiques. Et par contre, pour clôturer sur Odin et Sacha, le caractère envers les chiens, bah écoutez, avec les chiens, Odin n'est pas ok congénère. Il n'est pas ok congénère. Il n'est pas ok avec les mâles. Avec les mâles, ça passe pas. Ça peut pas passer. Sacha avec les femelles. À la base, je pensais que ça passait pas. Mais elle nous a montré que, en fait, avec les femelles, si elle est seule, ça peut passer. Ça peut passer. Après, Sacha, c'est une chienne qui est excessivement sociable même, mais c'est une chienne qui a très confiance en elle. Au passage, un détail rien à voir, mais j'y pense, alors je le dis maintenant, Odin et Sacha, je les ai jamais entendus cuiner de douleur. Genre quelque chose qui leur tombe sur la tête et qui font ou alors qu'ils ont peur de quelque chose. Je les ai jamais vus faire ça. Je sais pas comment ça se fait. Mais je trouve que ce sont des chiens qui ont une très grande confiance en eux. En compétition, je les ai déjà vus un peu stressés. J'ai pu sentir ça. Mais ils ont pas... Enfin bref, en tout cas, voilà. Sacha, ce que je voulais dire, c'était qu'elle est très sociable avec avec un mâle, avec les humains, avec une femelle. Ça peut ne pas aller si la femelle montre des signes d'agression, d'agressivité. Si la femelle s'en prend à Sacha, à ce moment-là, elle blague pas. Elle blague pas. Elle va pas faire sa victime, elle blague pas. Mais si tout le monde s'entend bien, elle s'entend vraiment bien. Alors que Odin, lui, s'il voit un mâle, c'est lui qui va chercher un petit peu la chanson, voilà, il va chercher la chanson, c'est ça que je voulais dire. Et il va chanter. Ou faire chanter. Ou faire déchanter. Ça aussi. Ça. Donc voilà, c'est pas très drôle, mais... Donc voilà, mais ça c'est pour leur caractère. Après, bon, tout ce qui est les petites proies, etc., bah ouais, ils ont un instinct de prédation... voilà, lié... Est-ce qu'on peut parler d'atavisme ici? Peut-être, certainement même. Hein. Un instant. En tout cas, voilà, bah, j'ai fait le tour sur Sacha et Odin. Je voulais pas durer trop longtemps. Ça fait déjà un moment qu'on y est. On va aborder les sujets. Et cette fois-ci, je vais vous faire participer. Je souhaiterais que Laika le Pit est un chien très intelligent. Juste leur parler, ils comprennent tout. Patrice, sur quelles caractéristiques as-tu choisi tes chiots? Alors, avant de clôturer avec le sujet Sacha et Odin et de passer au sujet des sports où je vais vous faire participer, et j'attends de la participation pour le sujet des sports dévoilés, je vais répondre à Patrice qui me demande sur quelles caractéristiques est-ce que j'ai choisi mes chiots. Alors, quand on a pris Odin et Sacha à l'époque, j'avais une ex-compagne. Donc Sacha, elle a été choisie par mon ex-compagne. Je l'ai un peu guidée et tout ça, puis il y a aussi des concours de circonstances, parce qu'au début, c'était pas vraiment Sacha qu'elle voulait, mais elle a pris Sacha. Moi, Sacha, personnellement, j'ai jamais manqué de confiance en elle, parce que depuis qu'elle est petite, elle se présente bien, elle est active, elle est éveillée, elle est dynamique, elle a un bon petit format. Depuis qu'elle est petite, elle a toujours été bien proportionnée en grandissant. Souvent, les chiens, à un moment donné, ils ont pas une chouette apparence et après, ils se reproportionnent en grandissant. Sacha, elle est toujours restée assez proportionnelle depuis qu'elle est petite. Et elle a aussi... voilà, elle a toujours eu un bon petit caractère. Après, moi, j'étais pas fan de ses couleurs. Quand elle était petite, j'étais pas fan de la couleur. Mais c'était le dernier des critères à observer pour la sélection. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Hein. Donc, ouais, salut Christophe, hein, on se capte. Sacha, voilà, donc c'est mon ex qui l'avait prise. Et alors, Odin, moi personnellement, pour Odin, je partais du principe que les chiens de cette nichée, ils étaient quasiment tous intéressants. Maintenant, du fait que, au niveau des chiens, ils étaient intéressants, à la fin, bon, moi j'avais ce fantasme de vouloir avoir un jour un pitbull de couleur chocolat. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment sur
c'est pas vraiment, c'est pas sur base d'une couleur. C'est pas sur base d'une couleur qu'on choisit un chien. Ceci étant dit, pour ce qui est de Odin, eh ben, j'étais quand même intéressé d'avoir un chien chocolat. Et il restait 3 chocolats. Il y en avait un qui était... Enfin, il y en avait un qui simplement m'intéressait pas, donc je n'ai pas calculé. Il y en avait 2, et moi j'ai voulu un autre que Odin. Je le voulais absolument, mais il était destiné à partir en Italie. Et finalement, il restait Odin. Et Odin, j'avoue que quand il était petit, son caractère, j'hésitais. J'étais pas emballé. Parce que parfois, il avait une espèce de forme un peu plus évoluée que certains de ses frères et sœurs, mais il était un petit peu... la tête un peu baissée, il n'était pas super enthousiaste. Et j'étais pas super enthousiaste de le prendre. Mais je me souviens que l'éleveur m'a dit, en même temps, prends-le, parce que si jamais tu le prends, si jamais tu prends celui-là, et que tu réussis à en faire un bon chien, eh ben tu seras encore plus fier de toi. Il m'a dit ça. Moi, je l'ai pris finalement presque par élimination, Odin, en fait. Et malgré mon expérience, tous les 2 mois, je disais, ouais, mais regarde, Odin, il veut pas sauter. Odin, il veut pas faire ci. Odin, il a peur de ça. Et je me rappelle que l'éleveur me disait... Enfin, quand il recevait mes appels, il les recevait comme si c'est comme si je me plaignais ou que j'avais l'impression d'avoir acheté un mauvais chien. Mais en fait, c'était des questions qui me venaient et je manquais... En fait, comme j'étais pas directement emballé par le choix que j'avais fait, eh ben, je m'interrogeais vite sur dès qu'il y avait un truc qui allait pas, ben, je voyais le négatif, en fait. Alors qu'en fait, j'étais fan de lui. J'étais fan. Et en grandissant, ça a pris le temps que ça a pris, puis après, j'ai tout fait pour lui donner confiance en lui. Et donc, j'ai fait par plusieurs méthodes que voilà, je vais abréger ici hein, pour clôturer avec le sujet de Odin et Sacha. Mais via certaines méthodes, je lui ai donné confiance en lui et j'ai vu sa confiance augmenter. Parce qu'il est toujours plus facile de rabaisser un chien qui est trop... qui est trop... qui est trop chaud que de chauffer un chien qui est trop froid. Et là, je l'ai laissé prendre confiance en lui. Je lui ai laissé quelques excès parfois, c'est vrai, mais avec la conscience de savoir comment rattraper ça. J'étais pas un débutant dans la matière quand je les ai eus. Donc voilà, et j'ai vu son caractère bien augmenter, prendre confiance en lui, etc. Donc voilà, je suis très content au final d'avoir eu Odin et Sacha. Et voilà, pour moi, ils sont au top à mes yeux. Et si en plus ils font plaisir à voir par les autres ou par vous-même, ben, ça me fait encore plus plaisir. Donc voilà. Ah, les relations avec les congénères, toute une histoire. Ouais, effectivement, Estelle. Effectivement. Mais tout le monde ne sait pas l'entendre de la même oreille. Voilà. Bien. Alors, j'ai une liste de près de 30 sports. J'ai une liste de près de 30 sports. 30 sports. Alors, je vous ai dit tous les sports dévoilés. On va donc dévoiler tous les sports. Il y a peut-être des gens qui connaissent tous les sports. Il y a peut-être des gens qui connaissent la moitié des sports. Mais il y a des gens qui vont peut-être découvrir les 3/4 des sports. Donc, ici, je vais vous les citer. Mais pour pas vous les citer comme ça, voilà, je vais retirer cette image comme ça, vu qu'on a fini avec Sacha et Odin. Salut les enfants. On va regarder ensemble quels sont les sports qu'il existe. D'ailleurs, vous allez me dire quels sont les sports que vous connaissez. Mettez pas 15 sports en un commentaire, c'est pas chouette. Allez, mettez-en genre 2, allez, 2 par commentaire. Et si vous voyez qu'il n'y a pas trop de sports qui sortent, ben remettez-en 2, allez, 1 ou 2 sports. Moi, j'ai une liste qui est ici présente. Au fur et à mesure, je vais vous dire, je vais cocher les sports que vous avez cités. Et une fois que vous aurez cité un peu tous les sports les plus connus ou les plus reconnus par vous-même, eh ben, à ce moment-là, on parlera des sports que vous n'avez pas cités. Et on fera un petit peu le tour des sports pour expliquer en 2-3 mots. Là, on n'ira pas vraiment creuser dans chacun des sports profondément, mais on expliquera en 2-3 mots à quoi ça correspond, parce que je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec le vocabulaire, et que justement, ce serait intéressant qu'on s'habitue à citer les sports à plusieurs reprises et à mettre une image dessus pour savoir de quoi on parle. Hein. Souvent, c'est des termes anglophones, souvent, mais voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire quels sont les sports voilà, et à la vôtre. Hein. Vous savez très bien que mon petit Mickey est toujours là, je ne vous l'avais pas encore montré cette fois-ci. Alors, Pitbull, mais le mordant. Ça commence bien. Ah non, attends, il y avait Mylis, Dragpool, Springpool. Attendez. Vous allez trop vite, attendez. Alors, Dragpool. Il est ici, pam. Mince, vous carbu... Alors, le mordant de ring, bam. Je vais les cocher comme ça.
Dragpool. Bam. Mince, et ça défile. Wall climb, long jump, high jump. Toi, t'exagères, j'avais dit 2 par commentaire. Toi, tu t'en mets 3, Jessie. Alors, wall climb, ok. Le wall climb, bam, je le coche. Le long jump. Ah ça, oh non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, vous savez quoi? J'avais pas noté le nom. Eh ben, honnêtement... Ok, vous savez quoi? Je vais noter le nom des gens qui mettent un sport que j'avais pas noté. Je serai de bonne foi, vous inquiétez pas. Je vais noter le nom des gens qui mettent un sport que j'avais pas noté. Comme ça, peut-être qu'on pourra réfléchir ensemble à un truc intéressant par après. Donc dites-moi un peu les sports. Donc alors wall climb noté, long jump, ben, je l'ai rajouté vu que je l'avais pas. Le high jump, long jump, je l'écris quand même. Long jump. Coché, tac. J'avais pas écrit le long jump, c'est quand même grave. J'ai pas mis le long jump. Pff, honteux. Alors, le mordant, wall climb, long jump, high jump, je l'ai pas coché. Il est où? High jump, coché. Alors, quel sport est-ce que vous connaissez? Le wall climb, spring pool. Le spring pool, effectivement. Donc, je dis sport, mais ça peut être sport ou exercice. Hein. Enfin, exercice avec un nom reconnu. Parce qu'il y a des exercices qui ne sont pas des sports. Par exemple... est-ce qu'on l'a déjà cité? Non. Ah bah oui. Madja nous dit la natation. Eh ben voilà. Je voulais dire, par exemple, la natation, il y a pas, c'est pas un, allez, c'est un sport pour les humains, mais il n'y a pas un sport canin de natation. Enfin, pas que je sache. Il n'y a pas un concours de natation ou sinon un truc peut-être fait dans un seul pays étranger comme ça, mais c'est pas il n'y a pas de concours de natation avec les chiens. Ou alors c'est moi qui suis trop pas assez instruit qui me rend pas compte. Wall climb, spring pool, natation, flirt pool, nous dit Steja Love, le flirt pool. Alors, le flirt pool, il est où? Il est ici, je l'avais noté, bam, coché. Ensuite, Jérémy Tmax, spring pool, c'est dit canicross, très bien. Le canicross, je l'ai aussi noté, donc le canicross, il est où? Il est ici, tac, je coche. La nage, c'est la natation. Alors, le mordant, c'est dit. Le spring pool, donc Romano nous dit le spring pool, c'est dit aussi. Traction santé. Traction santé à toi. Ah ouais, santé, mais merci, hein, parce que... non, vous imaginez pas, les gars. Moi, franchement, tous ceux qui sont là, hein, vous savez ce qui est dommage dans Facebook, c'est que je ne sais même pas qui est là. Donc là, il y a près de 50 personnes, mais je sais pas qui sont les survivants qui ont décidé... Ce live qui devait commencer à 21h a commencé à 22h30. Il est 23h30. Ça fait 1h13. Il a commencé à 22h40. Non, à 22h20. 22h20, ouais. Plus ou moins 22h20. En dépit, je sais même pas à un moment donné, la foudre, elle a fait, ouais, maintenant tu fonctionneras. Et ça a fonctionné. Je vous ai fait une petite story, vous avez vu ma tête, j'avais envie de pleurer. Vous avez dit, ouais, mais toi, tu veux toujours pleurer, toi. Ouais, non, mais des fois, waouh. Quand tu agences tous tes trucs comme il faut, tu fais des collaborations avec des groupes, etc. Les gens, ils sont d'accord avec toi pour faire... On avait créé un grand mouvement. Et j'ai 1h20 d'heure... Je pense qu'ils ont été dormir. Moi, je sais même pas s'ils ont partagé finalement le live hein, auprès de leurs membres. On verra demain. Au pire, ce sera pour le prochain live, mais ça m'a vraiment peiné. Donc, tu m'avais dit santé, j'ai pas encore bu. Et voilà. La chasse. Eh ben, figure-toi que j'ai noté la chasse. Donc, je le coche ici. Et je l'ai noté en mode tendancieux. Tu vois, j'ai mis la chasse en mode, mais si je note la chasse, ça veut dire que quelque part, si la chasse est un sport, alors j'ose même pas prononcer. J'ai même peur. Non, mais si la chasse est un sport, donc ça veut dire que c'est un animal qui s'en prend à un autre. Donc, en gros, ça veut dire que le combat de chien, c'est aussi un sport. Moi, je vais vous dire pour ma part, hein, je donne mon opinion là-dessus vite fait parce que je sais qu'on a envie de chercher un petit peu de... Oh, qu'a-t-il dit? Ouais, Junior Big Black Boy, il considère le sport de combat, le combat de chien comme un sport. Hey, yo, what's happening here?
le sport, le combat de chien, non, je considère pas du tout ça comme un sport. J'ai jamais vu un sport, ni même souvent les sports des chiens sont souvent inspirés sur les sports des humains. Est-ce que vous avez déjà vu un combat de boxe avec des gens avec des sans gants, avec pourquoi pas des morceaux de verre, un peu comme dans le film de Jean-Claude Van Damme, des morceaux de verre sur les poings, pourquoi pas comment on appelle ça, des pointes, et alors des lames sur les genoux, et alors avec la règle qu'on peut se mordre, et on se blesse, on se cogne, on s'éventre, on se déchire le corps, et voilà, c'est un sport. Et le combat ne s'arrête que quand le coach a dit que c'était bon. Non. Moi, je vois pas ça comme un sport. C'est une activité traditionnelle qui a été perpétrée à travers le temps. C'est vrai, tristement. Et on y reviendra un petit peu dans le sujet des oreilles coupées, d'ailleurs. Le sujet des oreilles coupées qui arrive juste après, quand on finit avec les sports. Vous verrez que vous allez certainement apprendre beaucoup de choses, d'ailleurs. Enfin, apprendre, j'aime pas faire le truc. Je vais vous partager beaucoup de choses que j'ai lues, que j'ai vues à gauche et à droite, mais vous m'en direz plus si jamais vous en savez plus que ce que j'ai pu capter. Les sports, c'est fini alors? Vous êtes épuisé ou quoi? Le mordant, donc la chasse, j'ai noté. Le hang time. Le hang time, attendez. Le hang time, je l'ai noté. Le hang time, il est là, ici. Clac, clac, clac. Alors, spring pool, drag pool, on a déjà dit. Drag pool, P-U-L. Le iframe. Et pour te dire que je l'ai noté, j'ai même préparé un petit dessin là, tu vois. Il y a une petite photo histoire que les gens voient c'est quoi le iframe. Donc, Jaden Christophe, t'as vu? Je triche pas, hein. Le iframe, il est là. Et je le coche ici. Pour ceux qui savent pas c'est quoi du iframe, c'est ça. Ça ressemble à ça parce qu'il y a il y a des tailles différentes. Il y a des tailles différentes. Et normalement, dans les chiens qui ressemblent aux nôtres, Staffy, Staff, Pitbull, le chien est censé faire des allers-retours, un maximum d'allers-retours, dans un certain temps, pendant 1 minute, je crois. Et mettant en exergue toute sa capacité, sa vélocité, sa capacité d'escalader, de redescendre, de sprinter, de se propulser, tout est entraîné. Et évidemment, le mental, hein, parce qu'il y a l'endurance et l'envie donc il y a l'envie de faire, mais il y a l'envie de tenir puissamment à travers l'exercice. C'est un superbe exercice que je n'ai jamais fait. Mais je suis certain que Odin et Sacha kifferaient. Certainement plus Sacha qu'Odin, mais je suis certain qu'ils kifferaient quand même tous les deux. Et alors, il n'y a pas les espèces de barres qu'on voit là, les espèces de barres qu'il y a sur le côté. Normalement, il n'y a pas ça. Le hang time, le iframe, le track 1000. Le track 1000 aussi, je l'ai noté ici. Bam, track 1000. Coché. Le track 1000, le hang time, le pistage, très bien. J'espère qu'il y en a qui trichent pas, hein, parce que je vous vois arriver sur Google. Là. De toute façon, il n'y a pas de Google et de live en même temps. Hein. La baballe. Eh ben, tu sais quoi, Mokrani tu rigoles, hein? J'ai écrit la course jeu de balle. Parce que j'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout. Non, c'est un sport, la baballe. Bien sûr, la baballe. Bien sûr que c'est un sport. Tac, tac, tac. Elodie, le cani VTT. Elodie Doudou. Ça fait plaisir de te voir ici, Elodie. Le cani VTT, bam. Il est notifié ici, clac. Donovan, le cani skate. L'agility. Alors, l'agility, c'était le numéro 1 que j'ai mis parce que je me suis dit, bah, c'est le principal, c'est celui que tout le monde doit trouver. Mais maintenant, le cani skate, j'en ai jamais entendu parler, mais je vais quand même noter ton nom. Bon, après, commencez pas à faire du cani roller, cani patin à glace, etc. Faut pas exagérer. Donovan avec Jessie qui ont noté des sports que je n'avais pas notés. Et Michael Fetida, forceur. Alors, Elodie, le frisbee, très bien Elodie, super, super Elodie. Et je l'ai noté. Je l'ai écrit, j'ai écrit le flying disc. Le flying disc. D'ailleurs, le frisbee, c'est un sport c'est un sport, je le trouve magnifique. J'ai déjà acheté un frisbee, mais j'ai pas trop entraîné le truc. J'ai senti qu'ils sautaient les chiens et tout ça, enfin Oda et Sacha. Mais j'ai pas trop développé le truc. J'aimerais bien moi essayer de faire le truc, genre le chien il rattrape dans les airs et tout ça. Ça doit vraiment être amusant, mais j'ai pas trop exploité la discipline. Le frisbee flying disc, effectivement, je l'avais noté. Heureusement que j'ai quand même noté. Cani VTT, il a déjà été dit. Il reste plus beaucoup de choses. Allez, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le pire, c'est que dans les 7, il y en a au moins 3 ou 4 que beaucoup d'entre vous connaissent, mais vous n'avez pas pensé à le dire. Les Jessie et tous les gens qui vont dans les compétitions de sport, arrêtez vos histoires. Hein. La baballe, on l'a dit. Emmanuel Moga, on a déjà dit la baballe. Cani VTT, on a dit.
Madja, le Canny Horse. Écoute, de nouveau, bah écoute, allez, voilà, tu vois, ça veut dire que ça se fait. Mais comme j'ai dit, allez, après le Canny VTT, le Canny Skate, il a dit le gars là. Canny Skate. Ouais, j'ai dit, bon, on va pas à la fin. Alors après, il y aura les Canny voitures. Canny. Canny ceci, Canny ce. Canny marche. Canny trail. Ouais, bon, écoutez, les Canny c'est terminé, il n'y a plus de Canny. Donc, il faut plus. On va laisser les Canny tranquilles. D'ailleurs, on va même retirer le iframe ici qui ne nous intéresse guère plus pour l'instant. Alors, vous savez quoi? Je vais vous mettre une photo et peut-être que ce sera un indice. Un indice. Là, je vous mets un indice, donc je vous mets une photo et peut-être que vous pourrez deviner le sport par rapport à cette photo. Canny trail, non, on a fini avec les Canny. Enfin, mais ouais, mais Canny trail. Attends, mais d'abord, qu'est-ce que tu entends par Canny trail, Yoreo? Qu'est-ce que tu entends par Canny trail? Le leurre racing. Bien. Course de leurre. Je l'ai noté. Les lévriers. Je vous apprends un truc sur les courses de leurre. Très décrié dans pas mal de monde et interdit d'ailleurs dans pas mal de pays. Les courses de leurre. Alors pourquoi est-ce qu'on peut interdire des courses de lévriers dans les concours? Moi, je me posais la question personnellement. Et j'ai appris beaucoup de choses. Bon, déjà, il y a le côté des paris. Donc, à cause des paris, apparemment, je sais pas, les paris, à cause des paris, ça a été annulé dans pas mal de pays. Je pense que les paris, avec tous les enjeux qu'il y avait, devaient susciter pas mal de dopage. Dans les concours de pitbull, tous les concours qu'on fait à travers le monde, il n'y a quasiment pas d'argent à gagner. Hein. Sachez-le. Hein. Donc, celui qui dope son chien, à part pour gagner une coupe ou une médaille, il le fait pour rien. Donc, je le dis au passage parce que, voilà. Doper son chien pour participer à un concours de sport, c'est zéro, c'est nul. Celui-ci avait 5 000 € à gagner ou 10 000 € à gagner, j'arriverais à visualiser le fait que les gens dopent leur chien. Dans le sens où ils se diront, ouais, je vais avoir 5 000, je vais régler mes soucis, ou alors je vais régler mes envies, mais ce serait quand même moche, ce serait quand même triste. Mais il n'y a rien à gagner. C'est un moment de partage, c'est un rassemblement et tout ça. Les courses de l'heure, les courses de lévrier ont aussi été annulées parce que il y avait des graves accidents. Un lévrier peut courir jusqu'à une septantaine de kilomètres à l'heure. Le plus rapide est environ à 72 ou 74 km à l'heure de mémoire. En comparaison, un malinois qui court déjà très très vite court à du 50 km à l'heure. Une petite cinquantaine, peut-être un petit peu plus, hein, mais une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Un malinois. Le lévrier, il est 22 km au-dessus. Il est 25 km au-dessus peut-être. Et les pits et les staffs sont encore en dessous du malinois. Donc c'est pour vous dire que c'est une autre cour. C'est un autre stade. Ça va? Et quand ils font des courses de lévrier et qu'ils sont à 5, 6, 7, 8 là, dans l'hippodrome, et que l'hippodrome commence à tourner et qu'ils suivent le leur, il arrive parfois que des chiens s'entremêlent. Et quand ils s'entremêlent, ils trébuchent. Un chien qui trébuche à du 72 km à l'heure, vous pouvez imaginer ce que ça donne. J'ai vu des vidéos, c'était atroce. Des chiens qui s'éclatent dans les parois du côté et qui se brisent le cou, qui se brisent des pattes. Ils sont pas aussi véloces, excusez-moi, ils sont pas aussi véloces que les pitbulls, ils ont des longs membres, des longues pattes et ça finit parfois mal. Et il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves, et donc voilà. Romano, tu as mis le saut d'obstacle, je vais le valider. En fait, c'est le hedge jump, saut de haie. Donc voilà. C'est reconnu, la baballe, on l'a déjà dit 3 fois. Agility, peut-être trop classique. Non, mais trop classique, mais c'est un sport quand même, je l'ai noté. Tractage de luge en attendant d'investir quand le chiot va grandir. C'est du dragpool. J'ai vu la course de relais. Oui, bon, je vais passer j'ai vu la course de relais de chiens sur l'équipe TV. Ouais, ça c'était les sports insolites. Mais comme il est dit, insolites. À ce moment-là, il y en a d'autres à citer alors. Mais on voulait apprendre un peu. Course de l'heure, on l'a dit, Mehdi, c'est fait. Le dog hog hunting, la chasse, c'est déjà dit. Flyball. Toi, tu m'as eu, toi. Hein. Allez, je vais noter Obama pour un sport que j'avais pas noté. Jesse Donovan et Obama ont cité des sports que j'avais pas notés. C'est le kiff, la chasse. Ok, bon, pour clôturer avec les sports,
Hedge jump, Chris. Effectivement. Noté. Pareil. Pour le saut d'obstacle. Les chiens qui recherchent les personnes disparues, je vois ça comme un sport dans les montagnes. Ben, on peut dire pistage, hein, ça va dans la catégorie du pistage, on va dire. Même si je crois que ça a un nom particulier, les chiens sauveteurs. Mais on va mettre ça dans le pistage quand même. Le dog dancing, bravo Sam Sam. Le dog dancing, chien sauveteur, dog survival, ça c'est du cani cross. Est-ce qu'on l'a cité? Ouais. Le course de l'heure, noté. Le mount trailing, c'est le pistage. Le dog dancing. Donc la photo que j'avais mis ici, c'était le dog dancing. Donc maintenant je vais l'enlever, je vais la barrer ici, bam. Et la retirer, tac. C'était le dog dancing, effectivement. Et pour clôturer, je lis les derniers commentaires et je vous dis tous les sports qui restent. Hang time, on peut le faire avec un pit de 30 kg. Au plus ton chien est lourd, au plus il faut éviter parce qu'à l'atterrissage, ça peut faire mal. Flyball noté. Quel est le nom du sport où le chien fait aller-retour en prenant des appuis sur des planches genre natation? Ben, ça peut être du track 1000. Purée, ça me tue parce qu'il y a des connaisseurs ici qui citent pas des sports que vous pratiquez vous-même. Tout sauf au long jump, plaisir partagé. Si, Elodie, on est ensemble. Salut Mira, si, Mira. Bravo Jessie, le weight pulling. Ça me tue qu'on n'ait pas cité le weight pull plus tôt. Le weight pulling, voilà. Le weight pulling. Alors, non mais laisse. Le tug of war, bravo Emmanuel. Mais voilà, mais tout commence à sortir. Le tug of war. Le tug of war, coché, bravo, effectivement. Le sprint. PVL, le sprint race. Moi, j'ai écrit le sprint race, on revient. Bah, PVL, c'est plutôt le track 1000, en fait. Hein. Mais bon, le sprint race, on va mettre le sprint, tout simplement. Enfin, PVL, c'est le courseleur, en fait. Mais bon, le sprint. Course. Pour un mec qui pratique tous ces sports, t'arrives encore à faire des fautes d'orthographe, c'est pas croyable. Ah, bon, tu répondais à Jessie, par moi. L'obéissance, je l'ai pas mis comme un sport, quand même. Enfin, c'est un peu, mais... L'obé rythmé. Allez. Mais vous avez cité tous les sports? Ah non! Il reste un sport. Ah non, il reste deux sports. Il reste deux sports. Je crois pas que vous allez les trouver, donc je lis les derniers commentaires et je vous les donne. Le traîneau! Je vous ai sous-estimé. Je vous ai sous-estimé, Emmanuel Moga, bien vu. J'avais noté le mushing. Les chiens de traîneau. Donc, parfait. Ifrem, on l'a dit. T'as pas suivi. Saut de palissade. Non, les leurs étaient des lapins. Yo! Ouais, mais proprioception. Les courses de lévrier sont toujours autorisées en France. Les paris en ligne sont interdits, mais sur place, on peut parier et beaucoup de chiens pendus quand ils perdent. Ça, c'est triste. Ça, ce sont les 72 km/h. J'en apprends vraiment tous les jours. Ouais, moi aussi, j'en apprends tous les jours. T'inquiète pas. Moi aussi, j'en apprends tous les jours. L'être humain me dégoûte dans ces moments-là. Mais l'être humain est dégoûtant dans plein de moments. Hein. C'est vraiment triste. Freestyle. Non, chien sauveteur, c'est dans l'eau. Ok. Là, ça commence à sortir le Google, là. Ouais, non, on va arrêter. On a fini, hein, parce que c'est fini. Ok. Bon, le dernier sport que vous n'avez pas cité, je vais vous le donner. C'est le treadmill. Le treadmill race. Donc, la course sur le tapis. Le pire, c'est que là, tantôt, je faisais défiler des images. Il y avait Odin qui courait sur le tapis. Là, on voyait son derrière occupé à se dandiner sur le tapis de course. Donc le treadmill, déjà c'est un entraînement, c'est un exercice, c'est une machine qui coûte un pont, donc c'est pas un exercice qui n'existe pas. Et voilà, c'est un exercice qui est bien connu et qui est même représenté en compétition. Et donc voilà, on va passer au sujet des oreilles coupées. Hein. Ça va, on est correct quand même dans le timing. Je pense qu'on est pas mal quand même. Je veux dire quand même quand ce sera diffusé par après, voilà. Écoutez, les sports cités. Agility. Agility, allez, en 2 minutes, on essaie de faire le tout. Agility, c'est ce sport où le chien va franchir des obstacles, passer par des tunnels, faire des zigzags, etc. Un sport super pour s'amuser, dépenser le chien. De toute façon, tous les sports sont super bons pour dépenser les chiens, mais c'est un sport très très ludique, avec pas mal d'épreuves différentes auxquelles il va se conditionner à pratiquer le plus rapidement possible. Et lors des compétitions, en général, il y aura un certain timing et les chiens qui le font le plus rapidement possible gagneront le plus de points sans faire de faute, évidemment, pour ne pas être pénalisés. En particulier, les border collies sont particulièrement bons là-dedans. Le high jump, le chien saute ses lèvres pour atteindre son appât à la hauteur la plus élevée possible, et le chien qui saute le plus haut a gagné. Le wall climb, le chien va grimper un mur pour arriver
le plus haut possible. Un moulin coûte, Sylvain, entre 600 et 1600 euros. Le hedge jump, saut de haie, comme les chevaux. Vous voyez les chevaux qui sautent les haies, c'est la même chose, mais avec les chiens. Donc celui qui saute le plus haut l'emporte. Le treadmill race. Alors là, c'est sur le tapis de course. Hein. Alors en compétition, comment ça se passe? C'est vous avez le treadmill race, vous avez 1 minute ou 2 minutes, je pense, et votre chien doit parcourir la plus grande distance sur une durée de 2 minutes. Et vous avez aussi un compteur qui compte le nombre de mètres qu'il parcourt. Vous avez le track mill race. Là, c'est avec un espèce d'appât qui se trouve en l'air, hein, c'est un petit foulard. Et donc, vous avez 2 piquets séparés de peut-être 30 mètres, je sais pas, peu importe la distance entre les deux. Et ça passe en haut, comme les trucs des skis, là. Comment on appelle ça? Les tire-fesses. Mais en haut, vous avez un appât et le chien court après, il fait des allers-retours. Il doit faire le plus d'allers-retours en un certain nombre de temps. Ça, c'est le track mill. Le drag pull sprint. Drag pull sprint, c'est comme vous avez vu dans la vidéo. Donc, le chien a son harnais, il a un lest. Alors, le lest, quand vous vous entraînez, vous pouvez varier les lests en fonction des capacités de votre chien. Mais en compétition, le lest est un poids sur une luge qui représente le poids de votre chien. Vous avez un chien qui pèse 20 kg, il va tirer 20 kg. Un chien qui pèse 25 kg, il va tirer 25 kg. Et ça sur une distance de 30 mètres ou de 40 mètres ou de 50 mètres, ça dépend de la compétition. Et ensuite, le chien qui fait son sprint dans le temps le moins long, c'est celui qui remporte. Et vous avez le premier, deuxième, troisième. Comme ça, vous savez. Le weight pulling, ça c'est le weight pulling, hein, traction de poids lourd sur un chariot sur une distance de 5 mètres. Le poids évoluant à chaque tour de plus en plus. C'est un sport de remorquage. J'insiste sur le terme remorquer parce que tirer 500 kg, 1 tonne et demie, 2 tonnes, 2 tonnes et demie sur un chariot, c'est pas tirer un poids inerte sur le sol. Hein. Mais bon, la vidéo sur le weight pulling, elle est aussi en préparation, mais vraiment calmement parce que ça, c'est une vidéo qu'on fera de manière très minutieuse qui comporte beaucoup de détails importants à rassembler dans la même vidéo. Le hang time, le chien doit rester suspendu en l'air le plus longtemps possible sans toucher le sol. Et voilà, le tug of war, c'est quand 2 chiens tirent un boudin chacun de part et d'autre et celui qui l'emporte a gagné. Le e-frame, on en a parlé ici. La course de l'heure, on en a parlé ici. La natation, c'est la natation, c'est nager dans l'eau. Le jeu de balle course, c'est je vais jeter, tu vas chercher et tu le ramènes. Le cani VTT, c'est on est en VTT, on accroche son chien au VTT et on va courir avec. Comme ça. Et alors on prendra soin de lui apprendre les directions gauche, droite, ralentir, tirer pour ne pas se perdre. Vous avez le canicross, la même chose mais avec en courant. En courant, course à pied, et on accroche le chien à son baudrier avec une laisse. Le flirt pool, c'est avec, ici j'ai un petit exemple ici, parce qu'une image vaut mieux qu'un long discours, donc voilà, ici vous avez une image du flirt pool, le chien court après ce petit leurre au bout d'une perche, et c'est un excellent exercice pour travailler vraiment. Pour moi, le flirt pool, c'est le meilleur exercice qui puisse exister. S'il fallait avoir qu'un seul sport, ce serait le flirt pool, quoi qu'il arrive. Parce que ça travaille, déjà ça fait jouer, ça dépense et ça travaille la musculature. C'est génial. À ne pas abuser sur l'herbe, mais à abuser sur le sable. Parce que dans le sable, il ne doit pas assumer tous les changements de direction. Les articulations prennent pas si cher, prennent pas cher tout court. Et c'est super. Vous avez, pour clôturer ici, j'avais dit quoi, le flirt pool, le spring pool. Le spring pool, je le présente plus parce que je l'ai trop fait. Hein, vous avez le spring pool, le flying disc, donc le frisbee, hein, on l'a vu là tantôt, donc on jette un frisbee et le chien rattrape. Et alors après, vous avez plein de chorégraphies qui se font en compétition pour voir, et alors vous êtes noté par des juges et voir quelle est la meilleure chorégraphie et le nombre de disques rattrapés par votre chien dans les airs. Vous avez la chasse, on en a parlé, controversé en termes de sport, entre guillemets, mais voilà. Le pistage, et alors vous avez le mordant de ring, le mordant de ring, est-ce que je dois le présenter, hein, les chiens de la police, le chien attaque sur costume, donc il attaque un être humain qui porte un costume, et le chien mord le costume, en prévision d'éventuellement, dans le futur, apprendre au chien à maîtriser un être humain dans la vraie vie. Mais, je le rappelle, ce n'est pas parce qu'un chien mord le costume d'un homme qui porte le costume que ça veut dire qu'il est dressé déjà à mordre l'homme. Il peut mordre le costume en mordant le costume parce que c'est tout ce qu'il vise. Mais sans le costume, ça ne veut pas dire que le chien va mordre l'humain. Ça, il faut bien en prendre note. Pour faire mordre l'humain, c'est 2 transferts qui se font. Alors, le mordant de ring, je l'ai dit, le dog dancing. Le dog dancing, c'est un truc incroyable, c'est génial. Franchement, il faut le voir sur YouTube. Quand vous aurez fini demain, vous allez sur YouTube, vous tapez dog dancing, vous allez voir un petit peu, il y a des super chorégraphies qui sont vraiment géniales. Un maître et son chien qui font du dog dancing.
moshing, il y a une musique rythmée, il y a une chorégraphie qui est faite par le maître avec son chien. Et franchement, c'est agréable à voir. On est loin des sports de traction de poids, mais ça vaut la peine d'être regardé. Vous avez le mushing, donc les chiens de traîneau et tout ça, qui tirent dans la neige, etc. Et vous avez le long jump, saut en longueur. Ça va? J'ai un top exercice que j'ai mis en bonus, mais je vais pas en parler. Ça, c'est le top exercice, genre pour Odin et Sacha. C'est un exercice que j'ai rarement vu. Il n'existe pas sur Google. J'ai déjà vu une ou deux fois des vidéos qui présentaient plus ou moins cet exercice. Et ça, c'est un exercice qui arrache. Ça, niveau condition physique, niveau musculature, ça arrache vraiment. Mais si je vous dis tout ce soir, qu'est-ce que je vous dirai demain, hein? Qu'est-ce que je vous dirai demain? Donc, on va rester patient. On va évoluer sur le sujet des oreilles coupées. Les oreilles coupées, l'otectomie, l'origine, les raisons du pourquoi, du comment, pourquoi ça se fait maintenant ou pas, et où, à quel endroit, etc. On va aborder le sujet des oreilles coupées dès à présent. Soyez courageux. Et puis, bon, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, hein, on se retrouvera de toute façon, tout sera enregistré. Mais voilà, donnons-nous de la force. C'est Mickey qui te fait l'effet où tu sautes mes coms. Non, non, non! Mehdi, je saute pas tes coms, hein. Honnêtement, c'est juste que je vois l'heure qu'il est. Et je sais qu'on est en milieu de semaine et que c'est difficile. Et j'ai forcé ce live parce qu'il voulait pas fonctionner à la base. Tu vois? Donc j'essaye de pas trop traîner et pas trop... Mais pourtant, j'ai quand même bien pris le temps, hein, de vous répondre à vous tous. Si. Voilà. Ça coûte combien un moulin? J'ai répondu. Bam, Mehdi, alors j'ai sauté quoi comme commentaire? Question, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs types de coupes d'oreilles, de courte à moyenne à longue. Comment cela se passe avant l'otectomie? Est-ce que c'est à nous de demander la coupe souhaitée? Est-ce qu'un résultat hasardeux? Non, c'est pas un résultat hasardeux. Chaque vétérinaire, les vétérinaires ou les gens qui pratiquent ce truc-là, cette pratique, ils ont des techniques de travail qui font que ils vont obtenir certains résultats. Après, chaque chien, en fonction de son port d'oreille de base, va avoir un certain résultat. Écoutez, si, Vanessa, je vois que tu t'accroches, hein, c'est bon. Eh ben, alors, voilà, pour les oreilles coupées. Alors, déjà, il faut savoir que l'origine des oreilles coupées est vraiment très, très floue. Ça va, donc, chacun... Ouah, mes jambes. Chacun... Ah, punaise. Sylvain, les oreilles coupées, si c'est fait dans les règles de l'art... c'est classe sur un chien. Ça, c'est ton avis. Tout le monde n'est pas de cet avis-là. Moi, je vais essayer de rester le plus impartial possible quand même dans ce sujet. Les oreilles coupées ont une origine très très floue. Et beaucoup de gens disent « Ouais, c'est pour l'esthétique, c'est pour le show, etc. » Il faut savoir que les oreilles coupées, ça remonte depuis bien plus longtemps puisqu'on retrouve... Ici, j'ai une photo pour vous. On retrouve des photos d'animaux avec les oreilles coupées depuis déjà le 2e siècle après Jésus-Christ. Rendez-vous bien compte que cet animal présente une otectomie pratiquée. Il se dit qu'à l'époque, c'était pour... en fait, il se dit rien du tout. À l'époque, au deuxième année après Jésus-Christ, on n'a pas vraiment d'écrit qui parle... Enfin, en tout cas, de ce que moi, j'ai pu observer sur la toile, il n'y a pas vraiment d'écrit précis qui nous explique pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Maintenant, de manière générale, à travers les décennies, enfin à travers les années, on sait que voilà, on a parlé de par rapport au combat, on a parlé de par rapport aux attaques de loups, mais voilà, je vais essayer d'évoluer par rapport au plan de route que je me suis fait ici par rapport à l'otectomie, à la coupe d'oreille. Mais juste voilà, ça c'est un petit flash pour vous dire que déjà depuis l'an 0, le 2e année après Jésus-Christ, on retrouve des statues d'animaux qui avaient déjà la coupe d'oreille qui était pratiquée. Ok. Savoir aussi, pour les gens qui s'imaginent que on ne parle que de Pitbull et d'American Staff, les oreilles coupées étaient coupées sur plusieurs types de races, notamment le Doberman, hein, le Schnauzer, le Dog allemand. Le Dog allemand, beaucoup. Le boxer aussi. Le boxer, on est moins étonné de voir des boxers avec des oreilles pleines aujourd'hui, mais c'était un chien à qui on coupait aussi souvent les oreilles. Le Mastiff italien également aussi. Madja. Les oreilles coupées de bas, c'était par rapport au combat de chiens, non? Mais c'est vrai que esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus joli sur les staffs de Go, etc. Ouais, les dogs argentins aussi, effectivement, j'ai pas cité, c'est esthétique. Ouais, écoutez, il faut savoir que on dit
il se dit que c'était également pour les combats de chiens. Maintenant, beaucoup de gens à l'heure d'aujourd'hui ne sont absolument pas d'accord sur cette théorie, puisque on peut voir des tas de champions, et même des gens, parce que les combats de chiens, malheureusement, ont encore lieu à l'heure d'aujourd'hui, et des tas de champions, ça, c'est presque gênant de dire ça, des tas de champions ont leurs oreilles pleines. Donc là, je parle de pitbull ou même de chiens de combat, hein, ont leurs oreilles pleines. Donc, cela signifie quelque part que si jamais c'était particulièrement pour une histoire de combat de chiens, alors on aurait coupé les oreilles à tous les chiens. Mais il y a des tas de chiens qui les ont et qui sont pourtant des grands victorieux. Mais on retrouve aussi des dessins et des peintures de chiens qui combattent avec les oreilles coupées. Ça va? Donc, est-ce que c'est pour les combats de chiens? Oui et non. Je me dis même, par rapport à quelle époque? Est-ce qu'on réfléchissait de la même manière maintenant qu'avant? Peut-être qu'avant, ils étaient beaucoup moins stratégiques. Ils voulaient plus de spectacle. Hein. On va y revenir. Il y avait les appâtages d'ours. Une pratique cruelle qui divertissait les humains à l'époque, mais qui est considérée comme cruelle aujourd'hui. Ça veut dire qu'on mettait un chien et on l'utilisait comme appât pour faire venir des ours. On lui retirait les oreilles pour que ces prises, entre guillemets, inutiles ne puissent servir lors de l'accrochage. Alors, je sais pas s'ils s'en sont servis pour chasser des ours également, mais en tout cas, voilà, ça a servi pour l'appâtage des ours. Est-ce que ce n'est pas pour qui soit plus réactif au bruit? Réactif au bruit? Tu sais quoi? J'ai noté le bruit. Donc, tu vas pouvoir... je vais liker ton commentaire. Perso, si j'avais pu couper les oreilles de mon staff, j'aurais fait parce que mes autres chiens s'attaquent toujours à ses oreilles et il a des croûtes qui ne partent jamais. C'est pas très chouette, mais écoutez, on va toujours évoluer dans le sujet des oreilles. Ce qu'il y a, c'est que on a pu retrouver dans des fables de La Fontaine, hein, vous connaissez La Fontaine, ce poète, donc dans le volume 9 des fables, donc moi j'ai dit, me disent mes petites notes, hein, la preuve que mes lives ne sont pas totalement freestylisés, hein, je ne les prépare pas trop, hein, je mets juste une petite ligne directrice pour pouvoir savoir où je vais et pour ne pas oublier certains détails, mais en général, voilà, j'aime pas trop faire les choses trop préparées quand c'est lors d'un live, mais dans le volume 9 des fables de La Fontaine, pour ceux qui veulent aller faire des recherches, ces fables qui ont été publiées en 1678, le poète, en fait, Jean La Fontaine, a décrit l'otectomie comme méthode de protection des chiens contre les loups. Il y avait des chiens qui gardaient certains terrains, et vous le savez, les loups parfois venaient attaquer les chiens. J'ai encore vu une vidéo la semaine passée d'un loup qui venait s'en prendre à un chien qui était attaché en chaîne dehors. Ça m'a fait pitié. J'espérais même que le chien s'en sorte, mais finalement il s'en est pas sorti. Le loup s'est occupé de son cas. Mais c'était pas un chien très robuste aussi, hein. Il y a des chiens qui sont très robustes dans d'autres contrées. Je vais vous en montrer d'ailleurs. Mais voilà, juste pour vous notifier que dans le 16e siècle ou le 15e siècle, je sais pas, quand on est en 1678, c'est le 16e ou le 15e siècle ou le 17e siècle, je sais même plus comment, parce que je sais qu'il y avait un truc comme ça qu'il fallait retenir pour savoir de quel siècle. En tout cas, en 1678, voilà, Jean La Fontaine faisait référence à l'otectomie et le décrivait comme les méthodes de protection, des méthodes de protection des chiens contre les loups, pour pas que les loups s'en saisissent apparemment. Et alors, on a ensuite entendu parler de l'otectomie des chiens de garde. Alors, pour l'otectomie des chiens de garde, on a Louis Doberman, qui est le créateur de la race des Doberman. Je vais afficher d'ailleurs un Doberman ici, histoire qu'on y voie un peu plus clair. Tout le monde sait c'est quoi un Doberman, hein. Une très jolie photo où les deux chiens sont très beaux, je trouve. Louis Doberman a expliqué que la coupe d'oreille sur le Doberman était faite d'une manière traditionnelle également, certes, mais aussi parce qu'en fait, un chien de garde peut s'en prendre à un être humain, à un ravisseur, ou à un animal. Mais un être humain qui se fait mordre par un chien, qu'est-ce que ça va être son premier réflexe? Si je me fais mordre le bras, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai envie de taper la tête du chien. Si je mets ma tête sur le chien et que je vois qu'il a des grandes oreilles rondes comme sur la photo, je vais attraper son oreille, je vais commencer à la tirer. Si jamais c'est un point faible pour l'animal, il pourrait lâcher à cause de ça. Ou pas, ça va dépendre de sa mentalité. Pour retirer ce point faible
du Doberman et de tant d'autres chiens de garde connus pour être des chiens de garde, élevés pour être des chiens de garde, ils ont pratiqué l'otectomie sur l'ensemble de ces chiens de garde. C'est pour ça que vous verrez souvent, dans la plupart des chiens de garde, qu'on coupait les oreilles. Pas seulement, également donc pour toujours l'histoire des animaux qui voudraient intervenir, etc. Et alors, ce qu'il y a eu aussi dans le temps, c'est qu'en cultivant l'idée que telle race était des chiens de garde, hein, un peu le côté les chiens dangereux qu'on a aujourd'hui en 2020, bah, à l'époque, quand un homme s'approche d'un jardin ou d'un endroit et qu'il voit qu'il y a un chien, même s'il est dans le noir et qu'il voit dans la pénombre un chien avec des oreilles en Batman, eh ben, ça dissuade, c'est dissuasif. Donc, ils ont entretenu cette tradition pour un aspect pratique de ne pas se faire choper les oreilles, ou par l'humain, ou par l'animal, mais également pour avoir un effet dissuasif sur les gens qui voudraient s'aventurer sur leur terrain. Dès qu'on voit un chien avec des oreilles comme ça, on sait que c'est pas le bichon, ou les gros chiens qui ressemblent à des bichons, je sais plus comment on les appelle, des espèces de gros caniches. On sait que c'est pas un moins que rien dans lequel on pourrait mettre un shot avant de rentrer dans la maison par derrière. Donc c'est Louis Doberman qui l'explique, le créateur de la race de Doberman, race qui a été créée en 1870. Donc ce qui est drôle, c'est que c'est 1870, mais c'est 200 ans après la fable de La Fontaine. C'est comme si nous ici on est en 2000, mais en 2200, eh ben il y a quelque chose qui se perpétue. Alors quand c'est raconté comme ça après, une fois que tout est passé, c'est facile. Mais ça veut dire que pendant 200 ans, il y a des pratiques qui ont été répétées, qui sont devenues clairement des traditions, mais pas des traditions genre culturelles. C'est vraiment de rentrer dans la tête des gens que ça se fait, c'est normal. Et ça a été entretenu jusqu'alors. Alors, voilà, c'est ce qu'il expliquait. Maintenant, alors, on est en 2020. Hein. Dans le registre cassé, je vous avais expliqué qu'il y avait plusieurs races. Eh ben, le Doberman en fait partie. Eh ben, il faut savoir qu'un Doberman qui est en compétition en show UKC, un Doberman qui garde ses oreilles, il a quasiment aucune chance de gagner. En compétition de show, de Doberman, les juges, les fédérations préfèrent les oreilles coupées. C'est officiel. Dans le site de l'UKC, je vous avais dit qu'il y a plein de races. Vous pouvez une fois, franchement, faites un peu l'effort de faire certaines recherches pour ceux qui n'en ont jamais fait. Vous allez sur Google, vous allez dans le site officiel de l'UKC, vous verrez toutes les races qui sont répertoriées au sein de l'UKC. Vous verrez le Doberman et vous vous rendrez compte que dans la description du Doberman, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont fait des mises à jour. Ils disent pas oreille coupée, acceptée, oreille non coupée, pas acceptée. Mais ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils vont vous dire un joli port d'oreille bien pointu, nanana, c'est bien. Et les oreilles pleines qui sont comme ça, qui tombent comme ça, qui font comme ci, qui font comme ça, pas accepté, pas accepté, pas accepté, pas accepté. Donc vous comprenez que si vous rentrez dans le monde du Doberman, il vaut mieux avoir un joli port d'oreille, enfin un joli port d'oreille bien coupé en fait, hein, parce qu'il y a des oreilles coupées qui sont aussi mal portées, mais un joli port d'oreille bien convenable qui plaît au juge pour pouvoir remporter entre guillemets un prix. Bon, là j'entends bien, je le décris comme ça, pour les révoltés de l'otectomie, oui, c'est une histoire d'esthétique et de tradition, c'est, comme on dit, la beauté se trouve dans l'œil de celui qui la regarde, eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, les juges voient la beauté du Doberman à travers le respect, entre guillemets, du modèle créé par Louis Doberman, qui lui l'a voulu comme ça, et donc pour respecter, entre guillemets, sa sélection de base, son standard de base, eh ben, il conserve le Doberman avec ses oreilles coupées et bien pointues. Sylvain Padrito, est-ce que 7 mois, ça craint de couper les oreilles, même si on consulte un pro, ça va traumatiser le chien? Non, ça va pas traumatiser le chien. Enfin, moi, je te dis ce que je pense, hein. Je te dis ce que je pense. Ça va pas trop... Non. Enfin, si c'est fait correctement, évidemment. Si c'est pas fait underground, dans une cave avec un ciseau, faut pas faire n'importe quoi. Enfin, tout en respectant le fait que pour des gens, c'est déjà de base n'importe quoi. Hein. C'est un direct où on vit pas dans la même année. 2021 junior. Oh merde. Ah ouais, on est en 2021, ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais bon, t'as compris. T'as capté, comme vous dites là. T'as capté. Tous les Belges ils vont un jour en France, ils reviennent, ils font ouais, t'as capté. Moi, je comprends même pourquoi les Belges, quand ils partent en France, dès qu'ils reviennent, ils parlent français. Genre, mais ils parlent le français de France. On dirait que vous avez un français qui influence trop, qui est trop influençable comme ça. Ils viennent avec ouais, t'as vu, et ouais, j'étais là-bas et tout, t'as vu, et puis après, ouais, t'as vu.
Yo, qu'est-ce qui se passe? Eh, les Belges, ils sont graves, hein. Dès qu'ils partent en France, ouais, je vois le gars, il commence à me parler chinois. Nous, on dit pas ça en Belgique. On dit pas ça en Belgique. Mais les Belges qui vont en France, ils prennent vos paroles là, ils les avalent et puis après ils les répètent ici comme s'ils avaient appris l'anglais ou je sais pas quelle langue intéressante. Bah, je dis pas que le français de France n'est pas une langue intéressante. D'ailleurs, elle est même très drôle, très sympathique. Moi, je la trouve même très drôle des fois quand des amis français me lâchent des expressions que je connaissais pas, mais que je comprends directement dans le contexte du truc. Je trouve ça, ça me fait souvent sourire. Bon, trêve de plaisanterie. Revenons à nos chiens, pas à nos moutons, vu qu'on parle de chiens ici et d'oreilles. Alors voilà, donc je vous ai parlé de les registres cassés. Et alors, dans les villages reculés, hein, il y a des chiens à qui on coupe toujours les oreilles, mais de manière plus traditionnelle, des chiens de garde, notamment, je pense au berger cocasse. Le berger cocasse, c'est un énorme chien. Je vous ai préparé une photo ici du berger cocasse avec ses oreilles. Hein, donc le voici, le voilà. Tout dépend du pédigré, je crois qu'il n'y a que le FBKC qui ne tolère pas les oreilles coupées. Ah, possible, ça je ne sais pas. Il est interdit de présenter un bully avec les oreilles coupées. Waouh, ça je ne savais pas. Si c'est fait par un vétérinaire dans les règles de l'art, anesthésie, pas du tout, c'est juste conseillé de le faire dans les cheveux. Ça, je le lis comme ça parce que Bully Plus Squad, je vais parler de ça vers la fin des oreilles coupées. C'est comme dans tous les concours à BKC, pour les bullies, c'est impossible de gagner si les oreilles sont pleines. Ah, c'est bizarre alors, parce que toi tu dis ça, et de l'autre côté, on dit que maintenant les oreilles pleines ne sont pas acceptées. Les Belges par français, c'est normal qu'ils fassent des mises à jour. Pas trop prendre la confiance quand même, ici on est en Belgique, Mouret. Le berger de Caucase que vous voyez ici est un jeune chien avec ses oreilles pleines. Ça va? Je vais vous montrer un berger de Caucase avec les oreilles coupées. Bon, c'est pas très juste de ma part, parce que je passe d'un chiot à un adulte, donc c'est pas très représentatif de... Enfin, c'est pas, la comparaison est difficile, mais en même temps, j'ai envie de dire que il aurait encore ses oreilles, j'aurais même pas capté, quoi. Lui, il est tellement poilu. J'aurais dû vous montrer une photo où il était en entier. C'est un chien, on dirait un lion. Il est énorme. 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 Il est vraiment énorme. Le berger de Caucase, qui vit souvent dans les villages reculés, etc. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, la coupe d'oreille, elle est interdite dans pas mal de pays, mais pas partout. Et là, je vais vous présenter une petite carte du monde. Une carte que vous n'avez peut-être jamais vue. Nulle part. Tadadam. J'avais bossé pour ce live, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave, vous le regarderez maintenant ou en différé. Alors, la carte du monde. Où es-tu, petite carte? Appel à la technologie, cette même technologie qui nous a lâchés. Allez, bra. Vous pouvez observer ici une carte représentant tous les pays du monde. Les continents, vents et marées ne sont pas installés sur ce petit dessin. Comme vous pouvez le constater, l'ensemble des pays sont en bleu foncé. Et malheureusement ou heureusement, en fonction de vos intérêts, le bleu foncé représente les pays où la coupe d'oreille n'est pas interdite. Aucune restriction. Les pays en bleu clair représentent les pays où la coupe d'oreille peut être pratiquée, mais uniquement par des professionnels. En l'occurrence, les vétérinaires. Hein. Les professionnels, ce n'est pas un médecin de chirurgie plastique humaine qui va venir faire quelque chose sur votre chien. Les pays en beige clair, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est la France qui est en beige clair là-bas. Ce sont les pays où la coupe d'oreille est interdite, mais la coupe de la queue est permise ou possède potentiellement des restrictions en fonction des mises à jour. Hein, comme c'est marqué en bas à droite, la map n'est pas forcément mise à jour. Donc, si jamais quelqu'un veut se renseigner sur ce qu'il peut faire dans son pays, qu'il soit sûr que les lois sont toujours en vigueur, favorablement ou défavorablement à son choix. Alors, les pays en orange vous présentent... j'ai l'impression de faire une visite guidée de...
Les pays en orange vous présentent les pays. Les pays en orange, donc le grand pays, là, je sais même plus c'est quel pays. Celui qui est bon en géographie, là, j'ai oublié c'est quel pays. C'est pas le Brésil. J'ai l'impression que c'est le Brésil, mais je sais pas si je vais dire une bêtise ici. C'est les pays où en fait on peut toujours le faire, mais pas pour des raisons esthétiques. Ça veut dire qu'on peut le faire que pour des raisons autres. Des raisons autres. Vous me direz, mais quelles sont les raisons autres? Les raisons autres, bah, ça peut être soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons... peut-être qu'à mon avis, les chiens de garde sont des raisons suffisantes pour pouvoir le faire. Mais les raisons esthétiques, genre juste, ouais, je veux que mon chien soit plus beau, ça ne va pas. Pour les chiots, ça ne va pas. Ça va. Et alors les pays qui sont en rouge, comme la plupart des pays de l'Europe et l'Australie, ce sont les pays où vous ne pouvez juste pas pratiquer l'otectomie. Ceci étant dit, l'otectomie peut se pratiquer quasiment partout dans le monde si raisons médicales sont... pour des raisons médicales. Pour des raisons médicales, et c'est pour cette raison que je voulais vous parler justement des potentielles raisons médicales qui pourraient faire que vous ayez le droit de faire couper vos oreilles, les oreilles de votre chien, également en France. Mais ce n'est, là, je précise bien, pas une manière de vous motiver à pratiquer cette pratique, en fait. Je n'aime pas utiliser deux fois les mêmes mots dans la même phrase, mais force est de constater qu'il était important de l'utiliser. Alors, au niveau des maladies, il y a en numéro 1 les otites. Les otites, en fait, qui sont générées souvent par le fait que le chien qui a les oreilles recourbées va... allez, comment je vais expliquer? Bah, en fait, je sais même pas vraiment expliquer ça. Mais la manière dont on tient les oreilles, cet endroit de chaleur, où le conduit, la manière dont est formé le conduit non, oculaire, c'est les yeux. Auriculaire, non. Auriculaire? Les oreilles? C'est auriculaire ou pas? Je me rappelle plus. Je ne vais pas dire une bêtise. Oh non, direct! Ah, à ce moment-là où je me suis en train de me filmer, j'aurais été sur Google. Ouais, mon conduit auditif. Le conduit auditif est mal aéré, etc. Ça peut générer des otites. Il y a des gens qui ont de la poisse. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais eu de chien avec des otites. Il y a des gens qui n'ont... je pense pas que les otites atteignent 80% des chiens. Mais il y a des gens que je connais qui ont eu des chiens différents et qui ont généré des otites à répétition. Chaque chien différent. Ça m'a presque amené à penser que, éventuellement, est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire que vous foutiez des otites à votre chien? Vous avez un chien avec les oreilles coupées, vous oubliez les otites, ça n'existe pas. Mais vous devez avoir le soin de nettoyer les oreilles de votre chien de temps en temps quand même. Donc, pour des raisons médicales, vous pourriez en arriver à pouvoir pratiquer l'otectomie dans tous les pays où c'est interdit. Pour des raisons médicales comme l'otite, mais également des raisons médicales comme l'otématome. Alors, c'est peut-être un mot que vous entendez pour la première fois. Berger de Caucase, chien de prison russe. Tout à fait, c'est un chien de Russie. Un chien de berger des Balkans. Est-ce qu'en Belgique c'est interdit ou pas? Parce que moi, je n'ai pas trouvé. En Belgique, c'est interdit de couper les oreilles. Ah bah ceux qui se lèvent demain, bah, vous êtes courageux, mais je ne vous remercierai jamais assez. C'est le moment où je vous annonce que celui qui tient jusqu'à la fin, il va remporter 1 million d'euros. Et là, oh non mais, moi je sais pas, je sais même pas qu'est-ce qui m'attend au prochain live, quoi. Même quand tu veux tout faire parfaitement, il se passe toujours quelque chose. Bref, la raison médicale, l'othématome. Alors, l'othématome, si vous avez jamais entendu ce mot-là, c'est un mot, vous allez l'apprendre... Histoire géo. C'est un mot, vous allez l'apprendre. Et je vous assure, c'est bizarre, mais autour de moi, c'est déjà la 5e personne que je connais qui a un chien victime d'othématome. Je pense pas que l'othématome touche 80% des chiens, mais je vous assure qu'un chien atteint d'othématome va devoir, à mon avis, irrémédiablement passer par cette casserole. Je vous présente ici une photo d'un chien atteint de l'othématome. S'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? J'ajuste ma photo, hein. Voilà, je vous l'envoie. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, je sais pas comment faire.
Bah, ce que vous voyez ici, là, le gros bazar, là, c'est une oreille. C'est l'oreille d'un chien. D'ailleurs, c'est l'oreille d'une membre, hein, une membre de la plupart des groupes de chiens dans lesquels nous sommes, qui s'appelle Elodie. Elodie Dudu. Elodie Dudu. Je sais pas si c'est son nom de famille ou si c'est un blaze, mais c'est son blaze. C'est peut-être son nickname. Nickname qui veut dire surnom en anglais pour ceux qui captent pas. Donc voilà, c'est le chien d'Elodie. Et elle présente ici un othématome. Ça veut dire que l'oreille se gonfle et se remplit. Se remplit de quoi? Ah ben, je sais pas si c'est du sang ou du liquide du pu ou de la... Je sais pas c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, elle se remplit. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux sur un chien, ici, d'un ami ici qui a ça en ce moment à répétition. Et c'est vrai que quand tu vois, c'est moche. Et le chien en souffre. Le chien, il en souffre. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a plusieurs solutions qui sont proposées par les médecins, chirurgiens, les vétérinaires, mais qui fonctionnent pas très bien. Ainsi, on vous présentera dans un premier temps les traitements médicamenteux, des traitements qui souvent auront très peu de résultats. C'est comme ça qu'Elodie, j'espère pouvoir faire un jour une vidéo plus carrée vraiment à son sujet et de pouvoir peut-être l'interviewer, hein. Je lui proposerai d'ailleurs la chose, hein. Si elle n'est pas trop timide, j'irai un petit peu... De toute façon, sachez que pour mes projets ici en 2021, j'irai visiter quelques Français à gauche et à droite, puisqu'en Belgique, j'ai pas un très grand public, mais j'irai aussi visiter des Belges, hein. Je ne boycotte pas les Belges, j'ai beaucoup de Belges à visiter, mais j'irai aussi visiter des Français en vue de certains projets qui sortiront au cours de cette année, pour des interviews et des présentations de leurs chiens dans certains domaines de thèmes que j'aborderai dans le futur. Bref, je reviens donc sur Elodie. Elodie, son chien ici... a été victime d'othématome, comme vous pouvez le constater, et elle a d'abord procédé à un traitement qui n'a pas fonctionné. Alors ensuite vient la solution numéro 2, la ponction. La ponction, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va piquer dans l'oreille de votre chien, on va aspirer, ou enfin en tout cas faire sortir tout ce qui se trouve à l'intérieur, en espérant que tout ne se régénère pas. Le problème avec les ponctions, c'est que très souvent, eh ben, les oreilles regonflent, c'est douloureux pour le chien d'avoir ses oreilles gonflées, et voilà, et ça revient à répétition. Voilà, moi, le chien de mon ami ici, il a les deux oreilles en rond et on lui a fait déjà 2 reprises des ponctions, ça ne part jamais. Mais pour rester sur le cas de Elodie, on fait d'abord un traitement médicamenteux qui ne fonctionne pas. Ensuite, on fait une ponction qui fonctionnera pas en fait, faut le dire, on ne va pas faire des longues phrases, une fonction qui ne fonctionnera pas. Et ensuite, on lui fera une chirurgie avec un espèce de drain, une éponge, qui va en fait s'imbiber de toute la bêtise qui se trouve dans son oreille. Et alors j'ai une photo ici pour vous montrer à quoi ressemble la chirurgie avec l'éponge, pour voir que je ne raconte pas des bêtises, hein, pour les détracteurs qui se diraient « Ouais, c'est juste des excuses pour pouvoir couper les oreilles ». Je pense que quand vous avez votre chien qui souffre de cette manière-là, quand vous voyez votre chien souffrir de cette manière-là, à répétition, à un moment donné, vous vous remettez en question. Et vous ne vous arrêtez pas à vous dire juste « Oui, mais c'est pas bien ». Non. Là, ce que vous voyez ici, je vais même peut-être agrandir si vous désirez. Non, je pense qu'on voit assez bien comme ça quand même, non? Tac, tac, tac. Je sais pas plus agrandir parce que ça devient compliqué après. Ben, c'est un drain qui est cousu dans son oreille. C'est un drain qui est cousu dans son oreille. Donc le chien garde le drain, l'éponge comme ça. Ensuite, on découd, on enlève et on prie pour que l'othématome ne fasse plus son comeback. Vous avez une oreille qui se calmera et l'autre oreille qui prendra le dessus, dans le cas de Elodie. La deuxième oreille du chien de Elodie, je me rappelle plus si c'est un mâle ou une femelle, c'est une femelle de la chienne de Elodie. Sa deuxième oreille va aussi être victime d'othématome. De nouveau, souffrance pour l'animal, l'oreille qui grossit. Pour ceux qui se connectent là seulement maintenant, eh ben, je vous remontre l'oreille de l'othématome, maintenant de la deuxième oreille. Et de nouveau, on recommence, ponction ne fonctionne pas, éponge cousue, etc. Et malgré ce traitement qui est censé normalement neutraliser la maladie, la chienne refera de l'othématome. Je survole vos commentaires parce que c'est vrai que j'ai oublié de les lire pendant un certain temps. Ok, vous parlez entre vous, vous êtes d'accord, ok. Comme d'hab. Toi, tu manques pas de...
Elodie, je dois te poser une question après le live en privé. Pas de problème après le live. Laissez l'oreille de ma chienne, c'est un blaze. Ouais, c'est un blaze alors. Elodie, chez les... Bah ouais, bah écoutez, Elodie, hein, la propriétaire du chien dont je suis en train de parler, est en ligne en fait. Hein. Les vaisseaux sanguins qui pètent dans l'oreille et qui provoquent une hématome. Donc voilà. Donc pour continuer et finir mon explication, hein, désolé pour ceux qui étaient vraiment concentrés et bien dedans, désolé. Eh ben, à un moment donné, Elodie en a marre, elle en peut plus de voir sa chaîne souffrir à répétition. Et donc voilà, on prend la décision avec le vétérinaire de passer à l'otectomie. Ce qui est malheureux hein, quand vous allez voir cette photo, c'est que maintenant, c'est la photo de sa chienne avec les oreilles coupées. Pour les personnes qui se serviraient de cette vidéo pour expliquer que ouais, c'est juste une excuse. Ouais, elle aurait pu laisser sa chienne avec ses oreilles gonflées, ça fait pas si mal. Oh. Les gens qui parlent mal toujours continuellement, qui veulent pas s'arrêter de mal parler. Est-ce que vous avez l'impression que là, elle a fait couper les oreilles de sa chienne pour l'esthétique, pour la beauté? Je vous pose la question. Vous ne répondrez pas parce que vous n'êtes pas là, parce qu'il n'y a pas de détracteur ici à cette heure-ci. Hein, j'en ai conscience. Mais si vous regardez cette vidéo en différé, n'hésitez pas à commenter parce que moi, je repasse sur tous les commentaires et je répondrai à ce que j'ai manqué. Je vous répondrai aussi, on discutera ensemble. C'est pas un souci pour moi. J'aime l'échange. J'aime qu'on apprenne. J'aime apprendre et j'aime apprendre aussi de vous. Et j'aime aussi, de temps en temps, parfois, apprendre ce que je peux apprendre au minimum en toute humilité à certaines personnes. Et voilà, on a dû lui couper les oreilles pour que ça cesse. Pour que ça cesse. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une coupe esthétique? Je suis même pas sûr que les personnes qui aient fait ces coupes d'oreilles s'y connaissent en coupe d'oreilles. Les vétérinaires, à la base, étaient formés à couper les oreilles. Ils avaient des formations avec des instruments expliquant en détail comment est-ce qu'on protège... comment est-ce qu'on procède à l'otectomie. Allez, moi j'ai parlé avec un vétérinaire de l'ancienne génération qui m'a expliqué, les vétérinaires d'aujourd'hui, on ne leur apprend pas, puisque c'est interdit. Mais c'est interdit depuis 2004, on est en 2021. Vous pouvez imaginer que, je sais pas en quelle année a été faite cette coupe d'oreille, mais que beaucoup de vétérinaires aujourd'hui n'ont pas l'expérience, n'ont pas la capacité, les skills, les compétences pour faire une coupe d'oreille correctement. Après, je ne sais pas, si on lui avait fait une belle coupe d'oreille, est-ce que, en ayant un petit bout qui part en pointe, est-ce que ça l'aurait épargné de toute haute hématome future? Mais en tout cas, nous avons ici une raison médicale pour laquelle l'otectomie se pratique encore aujourd'hui dans tous les pays, même là où c'est interdit, vu que c'est une raison médicale. Ça va? Donc, maintenant, elle va plus souffrir. Comme le dit Romano, ici, au moins, elle ne souffre pas, c'est mieux de lui avoir coupé les oreilles. Bien sûr, c'est une raison médicale. Alors, voilà, ça c'était pour le cas d'Elodie, pour vous expliquer au niveau des maladies qui font qu'on peut en arriver à couper les oreilles. Je vais clôturer ce chapitre par les raisons des gens qui sont pour, enfin les raisons qui peuvent faire qu'on est pour, et les raisons qui peuvent faire qu'on est contre, et mon opinion. Je m'étais dit que j'allais pas trop donner mon opinion, mais je vais donner un minimum mon opinion quand même. Donc voilà. Alors, pour les raisons qui font qu'on peut être pour, j'ai noté les maladies, comme on vient d'en parler, les maladies, le côté esthétique. Alors attention, c'est une raison qui peut faire qu'on est pour, mais je ne dis pas que c'est une bonne raison. Hein, mais c'est une raison qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne nous le cachons pas, représente peut-être 85% ou 80% des gens qui le font encore dans des endroits autorisés, je suppose. Ou par tradition. De manière traditionnelle, repensez les chiens de garde, etc. Les maladies, les bagarres et les infections. Une oreille blessée, c'est une oreille qui peut s'infecter. N'oubliez pas, quand votre chien se fait mordre à l'oreille, à partir du moment où il y a une plaie, il y a la capacité de se faire infecter, ça peut vite rentrer et aller faire des dégâts ailleurs. Alors, ne nous trouvons pas d'excuses. Ce sont peut-être là des raisons minimes de pratiquer une chose pareille, en sachant qu'en vérité, un chien peut être blessé à la patte et avoir une infection, c'est pas pour ça qu'on va lui couper la patte. Mais c'est en partant du principe que l'oreille n'est pas une partie du corps qui est nécessaire à pratiquer un mouvement motrique.
Ça va? Motrique, motrique, un mouvement motrique. Est-ce que motrique, ça se dit? Je ne sais pas. Enfin bref. Alors, il y a la raison esthétique pour les shows, hein, qu'on a vu les shows comme les shows où c'est justement même requis qu'un chien ait les oreilles coupées. Mais il faut garder à l'esprit que la coupe d'oreille a été pratiquée bien avant les shows. Donc il ne faut pas résumer cette coupe à l'otectomie, c'est que pour la beauté, c'est que pour l'esthétique, pour se satisfaire les trucs. Non, ça a été fait pour d'autres raisons, bien avant les concours de beauté qui sont absolument récents. Ça va? On apprend aussi qu'un chien qui a les oreilles coupées localise beaucoup mieux les sons dans l'espace. Alors, c'est une étude qui a été faite. Alors, je connais pas le sérieux de cette étude. Donc, moi, je vous dis, je fais mes recherches, mais c'est pas moi qui ai procédé à tout ce que j'ai vu depuis 1600, depuis le 2e année après Jésus-Christ. Mais une étude qui démontre qu'un chien qui a les oreilles coupées a plus de capacité à repérer un son dans l'espace, à se repérer dans l'espace et à réagir ou à interagir avec les sons qui l'entourent. Je sais que beaucoup de gens feront l'amalgame et se diront « Ouais, mais non, mais justement, on m'avait dit que justement, il perdrait ses repères avec... » On va y venir dans les contres, vous allez voir, vous allez comprendre la subtilité. D'ailleurs, dans les pour, on a un peu fini. Les chiens de garde, pour éviter que les humains puissent s'en saisir quand ils se font attaquer ou quoi, et pour éviter que les loups ou les prédateurs des chiens de garde puissent se saisir de ces fameuses oreilles. Surtout, voilà. Alors, au niveau des contres, numéro 1, il y a les risques dus à l'opération. Elodie, de rien, pas de souci. On approfondira d'ailleurs. Il y a les risques dus à l'opération, parce que tout le monde sait, allez voilà, quand on opère un chien pour faire les oreilles, il est censé être anesthésié. Je dis bien il est censé parce qu'apparemment, il y a des endroits où il n'est pas tant anesthésié que ça. Il est censé être anesthésié, et voilà, toute anesthésie comporte des risques. Ça va? Après, ça reste que, ah ouais, j'avais oublié un truc dans les pour, c'est que les oreilles, c'est pas une partie du corps qui est, entre guillemets, vitale. Ça veut dire que c'est pas comme s'il fallait opérer comme dans une castration ou dans un truc. C'est pas vous n'allez pas aller vous attaquer à un endroit du corps qui est dangereux en fait pour le chien. Une coupe d'oreille, j'ai pas envie de dire c'est rien parce que c'est une opération, mais c'est pas une partie du corps qui représente un risque pour le fonctionnement du reste du corps. C'est ça que je voulais dire. Ça va? Dans les contres, donc il y a le risque parce que c'est une opération, ça reste une chirurgie. Vous avez alors la douleur du chien. Donc ça, ce sont les arguments que les gens qui sont contre disent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand c'est fait correctement, le chien ne souffre pas. De mon expérience, de ce que j'ai pu voir dans un passé quelconque, un vétérinaire qui anesthésie convenablement le chien, qui pratique cela au scalpel ou sinon au laser, qui utilise les bons produits, le chien se réveille, il ne sait rien. Moi, il y a de longues années, de très très longues années, j'ai une chienne qui a dû être opérée, en étant déjà adulte, elle n'a pas souffert. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment tu sais qu'elle n'a pas souffert? Elle n'a pas souffert, elle était anesthésiée. Quand elle s'est réveillée, j'ai touché ses oreilles, elle n'a rien senti. Le jour même, 2-3 heures après l'opération, elle jouait dans mon jardin. J'ai touché ses oreilles, elle ne sentait rien. Je pense qu'il y a des chiens qui sont plus... pas envie de dire plus faibles, mais plus sensibles que d'autres. Des fois, il y a peut-être des chiens qui vont un petit peu pleurer après l'opération, mais comme ils pourraient pleurer après n'importe quelle opération. Mais ça reste que c'est jamais aussi important que l'opération. Pour ceux qui ont déjà fait stériliser ou castrer leur chien, expliquez-moi comment sont vos chiens après une castration. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre, et en plus, pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier soir, quelqu'un qui me disait « Oh purée, j'ai castré mon chien, je regrette, c'est un truc de fou, il est en train de pleurer, j'ai l'impression que je lui ai fait du mal. » Alors, ce sont des effets normaux après une opération, mais si on doit parler en termes de douleur et que vous imaginez que c'est pour la douleur qu'il ne faut pas faire ça, non, la douleur, c'est pas une question de douleur. C'est pas une question de douleur. Tout est fait en sorte pour que le chien ne souffre pas. Il faut le savoir. Maintenant, si vous voulez faire la guerre et vous dire « Oh, mais qu'est-ce que t'en sais, t'es pas un chien ?» C'est votre avis, il vous appartient. Je respecte le fait que vous n'arriviez pas, parce que ce serait condescendant de dire ça peut-être, mais je respecte le fait que
vous ne soyez simplement pas d'accord. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans les avis contre, il y a aussi le fait que, même pour des raisons médicales, c'est trop rarement nécessaire que pour y faire recours. Ouais, effectivement, les otites sont tellement rares et les œdématomes sont tellement rares qu'il ne faut pas se jeter sur cette raison pour pouvoir se permettre de faire une otectomie, pratiquer une otectomie. Il faut penser qu'il faut régulièrement nettoyer l'oreille quand un chien a les oreilles coupées, puisqu'elles sont ouvertes, donc elles peuvent laisser rentrer n'importe quel type de crasse. La communication avec les autres chiens est limitée. Mais pas seulement avec les autres chiens, la communication avec les humains. Parce qu'un chien qui n'a plus ses oreilles, ben, il est moins expressif au niveau visuel. On peut moins capter son expression, moins comprendre. Moi, personnellement, comme je suis habitué à voir des chiens avec les oreilles coupées, je capte directement comment il tient ses oreilles, qu'est-ce qui se passe. Mais je peux pas mentir. J'avoue qu'un chien qui a les oreilles pendantes, ben, dès qu'il a une expression comme ci ou comme ça, tu comprends directement parce que voilà, tout est là pour indiquer le pourquoi du comment. Et il faut surtout pas sous-estimer ce moyen de communication qui nous sert à nous les êtres humains, mais qui sert surtout aux chiens. Ça va Dans les contres, bah écoutez, l'image du chien est adoucie lorsque... l'image du chien est adoucie lorsqu'il n'a pas les oreilles coupées, alors que quand il a les oreilles coupées, ça fait beaucoup plus peur. C'est pas faux. À l'heure d'aujourd'hui, quand vous voyez un chien avec les oreilles coupées, allez, vous, peut-être vous êtes dans le monde du chien, vous aimez bien, mais vous pouvez comprendre que ça suscite peut-être quelque chose d'autre. Et pourquoi ça suscite la peur? Ben, c'est lié à beaucoup de choses, hein, c'est lié à beaucoup de choses. Je voulais en faire un sujet, mais je pense que je pourrais pas trop approfondir là-dessus parce qu'il faut qu'on se dirige vers le dernier sujet avant de pouvoir clôturer le live quand même. Mais c'est une forme de manipulation, mais je dirais une manipulation inconsciente. C'est par la force des choses, en fait, en fin de compte. À force de montrer des chiens dits dangereux avec des oreilles coupées, de montrer des films avec des chiens avec des oreilles coupées, des machins trucs. Et chaque fois, on a ce phénomène d'oreilles coupées. On a les chiens de garde dans le temps qui avaient les oreilles coupées. Donc, même à travers le temps, avant même les films hollywoodiens, puis les films, puis la street, puis ceci, puis cela, c'est toujours le côté oreilles coupées qui revient avec des faits ou des missions qui sont peu élogieuses, enfin peu élogieuses pour celui qui subit, qui fait que finalement, ben, tu te retrouves avec un chien avec des oreilles en pointe, ben, directement tu associes ça au malheur qui pourrait t'arriver. Et au final, un chien avec des oreilles qui pendent en lapin, même pas lapin, parce qu'un lapin, en lapin plié, quoi, eh ben, c'est plus adouci, c'est plus doux, c'est plus arrondi. On sait toujours que tout ce qui est strict, eh ben, c'est strict, pointu, c'est toujours strict. Alors que tout ce qui est arrondi, c'est plus mousse, c'est plus doux, c'est plus... Voilà. Je pourrais pas vous expliquer exactement le ressentiment de toutes ces formes dans l'être humain, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, et ensuite, comme dernier argument, il y a le jugement des autres. Quand vous avez un chien avec les oreilles coupées, vous allez souvent vous prendre le jugement des autres qui va pas être non plus top, etc. Après, on va pas se mentir, les oreilles coupées. Alors, ATN. Après, on va pas se mentir, les oreilles coupées chez un chien, c'est beaucoup plus esthétique. Ceux qui ne sont pas contents, mêlez-vous vos oignons. C'est une opinion qui t'appartient. Estelle, et c'est pourtant bien la même chose. La stérilisation, c'est la convenance pour l'homme, pas pour l'animal. Ben ouais, mais moi je le pense. C'est parce que votre chien, vous le stérilisez pourquoi? Pour quelle raison, finalement? Pourquoi? Parce que vous voulez pas qu'il ait des chiots. Et tenez-le en laisse. Tenez-le bien, surveillez-le bien, gérez-le bien. Et il n'y aura pas de problème. Si vous me dites que c'est pour les maladies, les cancers, etc., jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore controversé. D'autres, ils vont dire, ouais, mais les mâles, c'est pour qu'ils deviennent plus sages, plus gentils. Gentils? Gentils de quoi? C'est pas... Il paraît que ça a un effet sur certains chiens, mais ça ne change jamais totalement un chien. Ni même pas forcément un peu. Donc, est-ce que le chien doit souffrir et se faire opérer et se retirer les testicules et souffrir comme ça pour que vous puissiez mieux gérer votre chien au niveau de son agressivité? Envers ses congénères, je sais pas. Oui, tout à fait, mais à partir de là, il envoie la responsabilité des maîtres de chiens. Pour rien, il voulait dire c'est qu'il n'y a rien demandé. Ouais, effectivement, la responsabilité de l'homme. Tout à fait. Estelle. J'ai entendu que par contre, pour les congénères en face, ça pouvait les troubler de se retrouver en face de chiens aux oreilles, la queue coupée pour lire leurs signaux. J'avais d'ailleurs rencontré une dame qui m'expliquait que sa chienne faisait plus attaquer, se faisait plus attaquer depuis sa coupe d'oreille. Je sais pas. Je sais pas. En tous les cas, pour
Voilà. Maintenant, moi, dans mon opinion personnelle, j'ai envie de dire, chacun choisit son choix. Chacun, en fait, vous savez, dans la vie, il y a des millions de combats. Ok, regardez, il y a des millions de combats. Chacun choisit son combat. Il y a des gens, ils se battent pour le racisme. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais le racisme, c'est un combat d'une vie. Mais dites-vous que vous allez vous battre pour le racisme, mais il y a des millions de combats à mener. Donc, au final, vous pourriez choisir la maltraitance animale, vous pourriez choisir les gens qui fabriquent des baskets Nike dans certains pays défavorisés, vous pourriez choisir les avions qui polluent, je sais pas quoi. Chacun choisit son combat. Mais il y a des combats, il y en a des millions. On ne peut pas tous les mener. Alors, il y a des personnes qui décident de mener le combat contre l'autectomie. À ces personnes, j'ai envie de poser une première question. Est-ce que vous mangez de la viande? C'est petit. C'est petit comme question. Mais c'est une question qui vaut la peine. Et qui me rappelle cette publicité où il y a des gens qui vont dans un restaurant. Et arrivés dans ce restaurant, on leur demande qu'est-ce que vous voulez manger. Et eux, ils répondent je voudrais manger une machin de côtelette de porc ou je sais pas quoi, etc., etc. Ils finissent leur commande. Et là, on les invite dans une pièce, toute blanche, avec des armes, un grand couteau, je sais pas quoi. Et on leur envoie le cochon. Et on leur dit servez-vous. C'est une pub qui est super bien faite. J'aurais voulu vous la diffuser, mais dans toute ma préparation, je vous avoue que malgré que j'avais bien préparé mon truc, je vous ai pas préparé cette pub-là. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pour vous dire qu'en fait, on est même inconsciemment hypocrite. On mange de la viande. Moi, j'aime bien la viande, je m'en cache pas. Et la coupe d'oreille ne me dérange pas. Parce que je sais que le chien ne souffre pas et que... Et j'irai pas forcément plus loin. J'irai pas forcément plus loin. En public. J'irai pas forcément plus loin. Mais ceux qui veulent en privé, j'irai plus loin en privé. Mais quand vous mangez de la viande, vous mangez un animal qu'on a tué pour votre plaisir. Vous ne vous inquiétez pas qu'on tue les animaux pour votre plaisir, mais vous vous inquiétez qu'un chien ait les oreilles coupées. Est-ce que vous pensez que vous avez raison d'agir ou de réagir comme ça? Je ne sais pas. Je pose la question. Je dirais même à ce moment-là que vous pourriez me répondre « Ouais, mais moi je suis vegan. » Ok, t'es vegan. Donc ça fait déjà un minimum sur l'entièreté des gens qui se plaignent des oreilles coupées. J'aurais envie de dire à ce moment-là, déjà, que penses-tu de la circoncision? Pitbull, cette pub était trop bien faite. Donc tu vois de quel... Mais pourquoi tu t'es appelé Pitbull? C'est quoi? C'est ton nom? Mais non, c'est pas ton nom. Hein. Ça me perturbe quand je vois Pitbull. Je me dis, mais pourquoi il s'appelle Pitbull? Donc voilà. Je voudrais clôturer ce live par... écoutez, déjà, pour commencer, j'espère que vous avez apprécié le sujet sur les oreilles coupées. J'espère que vous avez entendu des choses intéressantes. J'espère que c'était... ça a été fait de manière remodelée, hein, parce que voilà, j'étais plus totalement dans mon élément initial, malheureusement, suite aux inconvenances. J'espère que vraiment vous l'avez apprécié. Et de toute façon, je pense que l'histoire des oreilles coupées, j'en referai une vidéo propre et nette, parce que... C'est chiant parce que tous les gens qui comprennent pas le français, ils râlent toujours quand je fais les lives et que je peux pas les traduire. Et j'en ferai une vidéo plus concise, exceptionnellement sur les oreilles coupées, et avec des beaux exemples, des bons trucs, tout carré, préparé, et voilà. Et ce sera traduit dans toutes les langues à ce moment-là. Traduit dans toutes les langues. Voilà, maintenant on va clôturer le live avec le top 10 des sujets qu'on voit le plus sur Facebook. On va pas durer très longtemps, donc si jamais vous avez vraiment envie de dormir, ne vous inquiétez pas, tenez en place. On est sur l'atterrissage de l'avion made in là-bas, là, made in, je sais pas, quelque part. Et ici, voilà, je dis top 10, mais en réalité,
c'est top 11 parce que j'ai pas réussi à éliminer suffisamment d'éléments. Le top 11, je vais commencer par le numéro 11 qui est peut-être un peu triste et pour lesquels on ne pourra pas rigoler. Pour le reste, il y a peut-être parfois des remaniements ou une touche de second degré, mais voilà, on gardera le sourire, mais on prendra rien au premier degré, ça va. Donc, la touche numéro 11, alors, j'ai sauvé Rambo. S'il n'est pas adopté avant vendredi, il sera euthanasié. Écoutez, c'est triste, mais c'est le genre de sujet qu'on rencontre très, très, très régulièrement dans les groupes Facebook de chiens, de nos types de chiens, etc. Il y a un chien qui va être euthanasié, adoptez-le ou il va mourir. Maintenant, chacun doit avoir le cœur sur la main et éventuellement adopter ce chien. Et donc voilà, merci Romain Michaletto. On entre dans le top 10. Je vous présente Tyson. 3 petits points. No ped, donc pas de pédigré, entre parenthèses. Mais je m'en fous, c'est pas le papier qui fait le chien. Alors ça c'est un sujet que j'ai vu souvent dans les groupes de chiens. Et j'ai souvent eu du mal à l'interpréter. Parce que je ne sais pas si je dois l'interpréter comme une frustration de personnes qui se font tellement attaquer que finalement ils en arrivent à devoir faire un post où ils se justifient avant même qu'on leur ait répondu. C'est-à-dire que je vous présente Tyson, c'est un opède, mais je m'en fous, c'est pas le papier qui fait le chien. Déjà, l'histoire de c'est pas le papier c'est pas le papier qui fait le chien. Je pense que en fait, c'est pas le papier qui fait le chien, c'est pas le papier qui fait le chien. Non, c'est pas le papier qui fait le chien dans le sens où votre chien effectivement, vous allez l'aimer, c'est un être vivant, c'est un être qui fonctionne convenablement, même si qu'il a un pédigré ou qu'il n'en est pas. Je dirais peut-être que c'est le papier qui fait la race de chien. Sans compter les fraudes qui puissent être possibles et imaginables. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira « Ouais, mais non, il y en a, ils font des trafics de faux papiers. » Il y a des choses qui existent dans ce monde qui ne sont pas propres. Mais je parle à partir du moment où les choses sont bien faites. Oui, c'est le papier qui va vous permettre de savoir d'où vient votre chien. C'est le papier qui va vous permettre de savoir que les parents ne sont des purasses, que les grands-parents sont des purasses, que les arrière-grands-parents sont des purasses, et que vous pouvez les retrouver dans la lignée. Quand vous postez un truc, ne soyez pas frustrés. On s'en fout. Votre chien, il a un pédigré ou il n'en est pas. J'ai eu des chiens sans pédigré. Et alors? Et alors? Et ça fait rien, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais ça ne m'empêche pas de promouvoir, quand quelqu'un me demande qui veut acheter un chien ou quoi, oui, c'est vrai. Et je vais souvent inciter les gens à acheter des chiens avec pédigré, pour qu'ils puissent acheter une race qu'ils aiment, en observant et en conservant le standard de celle-ci. Aussi bien mentalement que physiquement, conserver le standard de celle-ci, et préserver la pureté de la race. C'est aussi la raison pour laquelle toutes les personnes qui me demandent pour faire des shows avec Odin, s'il n'y a pas de pédigré, je refuse quasiment toujours. Parce que c'est je ne vais pas dire mon combat, mais voilà, dans mon idéologie de pouvoir préserver la race et de continuer à s'étendre sur ce chemin-là. Et pourquoi pas de faire comprendre à tout le monde que c'est comme ça que ça devrait se passer. Sinon après, on se retrouve qu'avec des chiens croisés dans tous les sens. Si vous avez adopté un chien... je peux comprendre, vous avez sauvé une vie, c'est pas grave si vous n'avez pas de pédigré. Mais bon, ça, je vais pas trop parler parce que ça reviendra dans un autre sujet un peu plus haut. Et donc voilà. Mon chien. Alors, point numéro 9. Mon chien n'est pas propre. 3 petits points. Il a déjà 3 mois. Que faire? Alors, ça me fait sourire. Tous les posts que je vais citer, je ne me fous pas de la gueule des gens qui les ont postés, hein. Peut-être même que vous avez posté des posts similaires, je ne rigole pas de vous. Mais ça me fait sourire quand même, parce que ce sont, comme je vous ai dit, des posts cycliques. On les revoit régulièrement dans tous les groupes. Votre chiot, il a 3 mois, il est malpropre. Ce n'est pas anormal. Mais je peux comprendre votre inquiétude, parce que vous avez été prendre votre chien sevré à 2 mois, parfois certains même avant, et vous passez 4 semaines entières à vouloir éduquer un chiot qui continue de faire pipi dans la maison. C'est pas chouette. Donc je peux comprendre. Surtout si c'est votre premier chien, je peux comprendre. Mais je voulais attirer votre attention sur quoi? Sur le fait que moi, je ne suis pas éducateur canin. Mais de mon expérience, je sais quand même qu'un chiot de 3 mois, qui n'est pas propre, ce n'est pas anormal. Il y en a, ils sont déjà propres. Tant mieux pour eux. Mais c'est pas quelque chose d'anormal. C'est pas quelque chose d'anormal, donc ne stressez pas pour une chose pareille. Ça va? Point numéro 8. Les posts avec les chiens et les bébés. Trop mignons. Écoutez, moi j'ai toujours eu du mal. Écoutez, j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas encore fait cette expérience, mais moi je pars du principe que les enfants et les chiens, enfin en tout cas les enfants de bas âge et les chiens, moi je pars du principe qu'ils ont rien à faire ensemble. Il y a peut-être des personnes ici qui ont des animaux,
et qui ont des bébés et qui depuis tout bébé font sentir leurs animaux aux bébés. Mais moi, j'aime pas compter sur la chance. Et même si vous appellerez pas ça de la chance, moi j'appellerais ça de la chance. Et un chien, même si c'est pas un pit ou un staff, même que c'est un autre chien, mais qui se rapproche d'un bébé, mon bébé, en tout cas, si, le jour où j'ai un bébé, si j'ai la possibilité d'avoir un bébé un jour, eh ben, je veux pas prendre le risque qu'à cause de mon excès de confiance, le bébé il se fasse défigurer. Le chien voulait sentir ou lécher le bébé, puis à un moment donné, sur un coup de ce que lui-même il sait, il tape un coup de dent dans mon bébé il est défiguré. Alors vous allez peut-être que j'exagère. Au pire, si je dois faire ça, je mettrai au moins la muselière. Je mettrai au moins la muselière et le chien ira sentir le bébé, éventuellement, pour s'habituer. Mais je ne prendrai pas le risque. Ceux qui ont l'habitude, qui ont des enfants, qui ont grandi avec des chiens, vous pouvez le dire en commentaire. Votre avis ne tombera jamais dans l'oreille d'un sourd. Pour ce qui est de mon cas, je me dis que les bébés et les chiens... Alors, je tombe sur des photos qui sont super mignonnes, hein, attention. Quand je vois des photos super bien prises avec un bébé et un American Staff, un Bully, un Pitbull, de toute façon, même avec n'importe quel chien, ça peut être très très joli à voir comme ça sur l'instant. Mais je peux pas m'empêcher de penser, de me dire, mais si le bébé bouge comme ça à ce moment-là, que le chien il est pas prêt, et qu'il lui fait un coup de griffe, crac, ou un coup de dent, crac, on en a vu. On en a tellement vu d'ailleurs des séquences comme ça. Mais j'en ai jamais entendu parler autour de moi. C'est très rare, mais à éviter quand même. À la limite, vous prenez un risque pour vous-même, c'est vous et vous-même. Mais pour votre bébé, je sais pas, c'est bof. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les chiens et les bébés en photo, ou les chiens bébés même tout court dans la vie de tous les jours, hein, à vous de voir. Puis l'hygiène m'a pris 2 mois parce que je l'ai récupéré de quelqu'un d'autre. Ah ouais, bah Gali, ça t'a pris 2 mois. Amen pour le point 8, ma fille a 3 ans, même si mes chiens sont adorables avec, j'ai toujours pris mes précautions. Ouais, les précautions sont à prendre, je trouve aussi. Le point numéro 7, mon chien ne s'entend pas avec ma chienne, pensez-vous qu'un jour ça ira? J'ai précisé ma chienne parce que parfois c'est avec ces 2 mâles, mais 2 mâles pour moi c'est tellement évident que si vous avez 2 mâles qui s'entendent, c'est tant mieux, mais rendez-vous compte de la chance que vous avez parce que 2 mâles, surtout ces chiens-là, c'est très rare, très rare. À moins qu'ils aient grandi ensemble depuis le début, mais à la première embrouille, après ils voudront plus s'entendre. Pour tous les gens qui se demandent, mon chien s'entend plus avec ma chienne, ou avec mon chien, ou mes 2 chiens s'entendent plus ensemble, ils se sont bagarrés, maintenant chaque fois qu'ils sont tout près, ils se grognent, ils s'en veulent, ils veulent ceci, cela, etc. J'ai envie de vous dire, allez réviser quand même l'histoire de votre chien, de la race, pour comprendre, enfin pas donc de la race, pour bien comprendre l'atavisme qui est inhérent à la plupart de nos chiens, hein, donc les propriétés, les caractéristiques qui leur appartiennent dans leur sélection de base, qui ont été entretenues pendant des décennies et qui sont encore présentes maintenant malgré l'éducation qu'on peut leur apporter. Un chien, un pitbull ou un Amstaff qui s'entend pas avec un congénère, allez, je vais juste dire un pitbull, ça va. Un pitbull qui s'entend pas avec un congénère, ce n'est pas anormal. Si vous réussissez à le faire s'entendre avec des congénères, c'est tant mieux. Mais si il s'entend pas avec des congénères, ce n'est pas anormal vu qu'à la base, il a été formé pour ne pas s'entendre avec ses congénères. Donc c'est normal qu'il traîne ses caractéristiques, vu que c'est le fruit de longues sélections. C'est le fruit, c'est considéré comme des qualités, là où au contraire, dans la sélection des American Staffordshire, c'est un défaut d'avoir un chien qui s'entend pas avec son congénère. Mais, malgré tout, les éleveurs d'American Staffordshire, les bons éleveurs, expliquent quand même à leurs clients, que leur American Staff, faut faire attention, ils pourraient ne pas s'entendre avec les congénères. Donc ils les sélectionnent sur base d'un bon comportement, en général, hein, parce que chaque éleveur d'American Staff a ses propres critères, mais en général, il les sélectionne sur une bonne entente entre humains et congénères, mais ils préviennent quand même que si jamais vous avez des remarques à faire par rapport à « Ah, c'est bizarre, ils ne s'entendent pas avec les autres animaux, les autres chiens ou quoi », ce n'est pas anormal. Ça va? Bon, je sais même pas pourquoi je parle de ça alors que j'étais sur le poste avec les bébés. Ah non, les chiens qui s'entendent pas. Ok. Point numéro 6. Quelqu'un sait où je peux faire couper les oreilles de mon chien? Écoutez, quelqu'un sait où je peux faire couper les oreilles de mon chien? Ça, c'est vraiment la question. Si vous voulez faire la guerre sur des groupes Facebook, c'est ça. Vous demandez ça. C'est interdit. C'est comme si quelqu'un allait demander, oui, vous savez pas où je pourrais acheter de la bœuf ou de la cocaïne. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas poser une question pareille sur Facebook. Après, peut-être qu'en écrivant ça, il y a des gens qui sont là, qui scrutent et qui viennent en privé vous dire « Ouais, t'inquiète, moi j'ai un gars là, il le fait là bien. » Peut-être, mais de toute façon, en général, la plupart des groupes de Facebook d'aujourd'hui n'acceptent même pas ce genre de questions. Ils ne valident pas les posts et donc les questions n'apparaissent plus. Mais c'est vrai que j'ai encore vu très souvent, parce que cette question, le mois passé, j'ai encore vu à 2 reprises sur des groupes. Donc c'est quelque chose qui se pose encore actuellement.
Point numéro 5. Cinco. Quelle croquette vous donnez à votre chien, mais surtout en quelle quantité? Comment voulez-vous, en posant cette question, que des gens vous répondent, vous donnent une réponse qui vous convient? Vous avez un chien qui pèse 25 kilos et qui mange 400 grammes de croquettes par jour. Vous allez poser ça à quelqu'un qui va vous répondre, il a un chien de 35 kilos, il va vous répondre que lui, il en donne 750 grammes par jour. Vous allez faire quoi de cette réponse? Vous allez faire quoi de cette réponse? Je répète, je ne me fous de la gueule de personne, attention. Hein. Je cite des sujets cycliques et j'apporte un petit élément de réponse qui ne relève jamais que de mon opinion. Ça va? Mais je ne me fous de la gueule de personne. Même si des fois, il y a des choses qui me font sourire. Mais c'est pas méchant, ça va? Les croquettes, vous savez que même les marques de croquettes, les différentes marques de croquettes, n'impliquent pas de donner les mêmes quantités de croquettes à votre chien, même pour le même poids, pour la même race. Donc il faut tenir compte de tout ça. Vous ne pouvez pas poser cette question comme ça, parce que tout dépend. Moi, je vous conseille personnellement, allez vous référer à ce qui est marqué, l'indication qui est marquée derrière le sachet de croquettes. Et si vous voyez que votre chien il grossit trop, vous allez diminuer les quantités. Et si vous voyez que votre chien il maigrit trop, vous allez augmenter les quantités, en espérant qu'il mange, hein, pour les gloutons, sinon ça va être compliqué. Alors, le point numéro 4, après il en restera 3, top 3, et puis ce sera fini. C'est très... Estelle, moi c'est très aléatoire, elle a cette tête, le principal c'est de le savoir et de prévenir. Ouais, j'ai loupé quelques messages, mais le reste des messages, je crois que... ces messages que j'ai loupés, je les regarderai après. Alors, le point numéro 4, mon chien casse tout en mon absence, que faire? Ouais, les gens qui publient des photos de leur chien qui a dévalisé qui a foutu en l'air le fauteuil, les murs, les prises électriques, le plus dangereux. Mais ça, on le comprend que quand on perd un chien par électrocution, et c'est là qu'on se dit « Oh, j'aurais pas dû les laisser comme ça dans la pièce. » Ouais, mais on ne cesse de le répéter. Et quand il vous arrive un accident, occlusion intestinale, oui, mais j'avais tout enlevé, oui, mais il a été défiloché un vêtement qui se trouvait là, il l'a avalé, ou ceci ou cela. Et là, il arrive un malheur. Et ce qui nous mène au débat de la cage. Mais bon, on va laisser la cage tranquille. Juste, mon chien casse tout en mon absence. Que faire? Moi, à mon poste, là où moi je suis, je dirais, fais-lui faire du sport. Dépense-le. Pas fais le tour du quartier. Non, dépense-le sérieusement. Et si il a trop d'énergie à revendre, au lieu de lui faire des sports basiques, qui sont déjà des sports, je le sais, fais-lui des sports plus appropriés. Les sports dont je parle régulièrement et que je présente dans mes chaînes YouTube et Facebook, et ceux que je vais encore présenter encore, la prochaine sera certainement sur le drag pool en détail, mais c'est parce que ce sont des sports qui répondent aux besoins de nos chiens, nos types de chiens. C'est pour ça que j'en parle. Et que je parle pas de comment jeter une balle et le faire rapporter la balle. Je m'adresse à un certain public, qui a des chiens qui ont énormément d'énergie, et qui ont besoin d'en dépenser. Quand vous partez avec votre chien 1 heure en balade, vous, 1 heure c'est quelque chose, mais pour votre chien, c'est le quart de votre quelque chose. C'est pour ça qu'à ce moment-là, pour égaliser un petit peu les dépenses, vous allez partir en balade en forêt et lui rajouter un lest. Un lest convenable. Pas une maison qui ne s'est pas tirée sur 3 mètres. Un lest, c'est juste légèrement renforcer la résistance de traction, d'avancer vers l'avant, pour pouvoir justement le permettre dans un exercice physique qui va en plus travailler son mental, qui va renforcer sa résistance musculaire, qui va le dépenser davantage, qui va le muscler également. Tant de bienfaits. Le drag pool. Vous partez en balade 1 heure, 30 minutes, en fonction du poids que vous allez mettre. Si vous mettez 1 heure, vous mettez plus léger. Si vous allez 30 minutes, vous pouvez mettre un peu plus lourd. Et ainsi de suite en diminuant. Ben, votre chien vous va se dépenser davantage. Et là, vous allez avoir un chien qui va plus respirer et qui va être moins tenté de chercher à lui-même une manière de se dépenser. Qui sera celle de casser les murs, casser les trucs, casser les machins trucs. Et vous qui revenez du travail, oh, j'en peux plus, ça fait, je l'ai laissé. Enfin, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Et je répète, je me fous la gueule de personne. Ça va? Ensuite, nous sommes dans le top 3. Le top 3. Pam, 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 pam. Top 3. Selon vous, c'est quelle race? Selon vous, c'est quelle race? Beaucoup de personnes publient
une photo d'un chiot, souvent une photo d'un chiot, en plus, le chien, il est retourné comme ça, il est assis, on le voit de derrière, on perçoit à peine son regard. Selon vous, c'est quelle race? Je sais pas, je me dis que moi, si j'ai vraiment envie de savoir ça par les gens, je vais au moins, premièrement, publier plusieurs photos de face, de côté, etc., etc. Pour donner au moins une chance aux gens de dire quelque chose de vrai. Mais il faut pas oublier que quand vous posez une question comme ça, si vous ne connaissez pas la réponse, il y a très peu de chances que des gens puissent connaître la réponse. Pourtant, il se passe toujours la même chose. On a un chien qui ressemble à un staff, mais qui est croisé avec quelque chose dont on ne sait pas, et les gens lâchent. Ouais, moi je crois qu'il est croisé Bull Terrier. C'est un chiot, il est même pas encore formé, on peut même pas deviner. Ouais, je crois qu'il est croisé Bull Terrier. Ouais, moi je crois qu'il est croisé avec un berger allemand, ouais, avec un malinois. Donc finalement, une personne qui ne sait pas pose une question à des gens qui ne savent pas, qui donnent des réponses qui ne savent pas à une personne qui ne sait pas. Mais on peut voir le positif là-dedans, ça crée de l'interaction, de l'interactivité. Donc, c'est mignon. C'est mignon, mais bon. Après, il y a aussi, j'aurais pu faire un top 10 des best réponses, puisque à ce genre de questions, on entendra souvent « Ouais, on s'en fout de la race, le plus important, c'est que tu l'aimes. » Il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Parce que, si c'était qu'une question d'amour, pourquoi est-ce que tu as choisi un American Staff? Bah là, franchement, j'aimerais savoir. Si c'est juste une question d'amour, pourquoi t'as choisi un Amstaff? Et ne me dis pas, ouais, c'est le premier chien que j'ai vu, alors je l'ai... Vous avez compris l'idée. C'est pas qu'une question d'amour. On choisit des chiens, des races qu'on aime, ou des races qui nous conviennent. Une grand-mère de 86 ans qui va prendre un dog argentin, ça a très peu de sens, elle pourra pas le maîtriser. Donc on va prendre un chien qui correspond à nos capacités, etc. Donc il faut prendre un chien qui nous convient et un chien dont on aime la race, dont on s'est renseigné sur la race, le tempérament, le physique, etc., etc., le caractère, le mental. Et si on voit que la race nous convient, on peut se diriger vers là. Maintenant, quand il demande c'est quelle race, si jamais c'est un chien qui a été adopté, et des trucs comme ça, je lui en veux pas. Hein. D'ailleurs, dans aucun cas, je lui en veux. Hein. Mais c'est juste qu'il faut relativiser, se poser des bonnes questions, voir si ça sert à quelque chose de poser ce genre de questions dans un poste. Et si on décide de le faire, au moins de nous donner une chance en faisant des photos bien, de face, de profil, etc. Dans plusieurs positions pour qu'on puisse au moins avoir une chance de deviner convenablement. Ça va? Il en reste deux dans le top 10. Il y a le numéro 2. Alors, mon chien pèse 27 kilos à 6 mois, mais mon ami a un chien de 12 mois qui fait 45 kilos. Comment faire pour que mon chien prenne du poids? Alors, à ces personnes qui s'inquiètent pour leur chien de 25 kilos, j'ai envie de vous dire, vous avez un chien qui représente certainement mieux le standard de la race que celui qui a un dit American Pitbull ou dit American Staff de 45 kilos. 45 kilos, on est complètement hors standard, mais de tous les standards. De l'UKC, de la KC, de la DBA, du LOF, de la Satuba. Un American Staff ne pèse pas 45 kilos. Remettez-vous en question. Soit vous avez un chien qui est obèse, soit vous avez un chien qui est peut-être croisé, et donc qui en fait apparaît comme bien costaud, bien portant, mais qui en fait ne correspond pas au standard de l'American Staffordshire ou de l'American Pitbull Terrier. Et encore moins de l'American du Staffy. Pour le bulldog américain, je connais pas bien les standards, donc j'ai pas trop ouvert ma bouche. Ne vous inquiétez pas de ça. Votre chien à 27 kg, c'est un poids normal, convenable. Il n'est pas trop maigre. Bon, après, si jamais il a la peau sur les os, c'est autre chose. À ce moment-là, je peux comprendre que vous posez des questions et vous cherchez des solutions. Ça va? Et la numéro 1, bah, ça je pense que... Bon, elle n'est pas spécialement drôle, mais bonsoir, mon chien se vide de son sang. Putain, j'ai dit qu'elle était pas drôle et je souris comme un handicapé. Bonsoir, mon chien se vide de son sang. Que dois-je faire selon vous? Je souhaiterais avoir votre avis avant celui d'un vétérinaire. Ça, c'est une manière de généraliser le fait. La question n'a jamais été posée telle qu'elle. Hein. Là, c'était un peu une caricature.
il y a beaucoup de gens qui demandent un avis sur Facebook avant d'avoir un avis médical. Ça va? C'est vrai que on ne sait pas toujours si un avis médical a été fait au préalable. Il est possible que les gens aient déjà contacté un vétérinaire et déjà posé des questions avant de venir demander sur Facebook. Mais très souvent, les gens posent des questions sur Facebook avant même de demander à un vétérinaire. Si vous avez un truc qui ne va pas avec votre chien, vous voyez des boutons qui apparaissent, qui ressurgissent, des problèmes, de ceci, de cela, adressez-vous avant tout à un vétérinaire. Ensuite, je comprends totalement que vous montrez une photo, que vous posez la question sur Facebook, parce qu'on est tellement de centaines, de milliers de personnes, que forcément ça a dû arriver à un autre, vous vous dites. Et je me le dis aussi. Ça m'est déjà arrivé de poser des questions du style mon chien a avalé quelque chose qu'il fallait pas, comment le faire vomir. Et j'ai posé la question sur les groupes. Ça va? Et il y a certainement des gens qui vont vous donner leur avis. Ça ne veut pas dire que vous allez directement embrasser chaque opinion, chaque proposition, parce qu'il va y avoir plein de trucs différents. Mais c'est pas mal d'entendre, de voir qu'est-ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui revient le moins souvent, d'avoir des pistes de recherche pour aller googler tout ça, ou voir dans des livres, ou poser la question au vétérinaire. Ouais, mais un ami m'a dit que ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et voir qu'est-ce que le vétérinaire répond à ce qui a été dit sur Facebook. Je peux le comprendre. Mais voilà, c'est juste une manière de vous dire, gardez les pieds sur terre, s'il y a un grave danger ou quoi, premier réflexe, le vétérinaire. Et ensuite, éventuellement, Facebook. Quitte à préciser dans votre post sur Facebook, j'ai déjà contacté le vétérinaire, ne m'agressez pas, maintenant je voudrais avoir votre avis. Et là, normalement, les gens, ils vous laisseront, ils vous embrouilleront pas. Ça va? Donc, on a fait le top 10, on a fini, purée, vous avez lutté avec moi, j'ai les yeux qui se ferment, j'ai les yeux qui se fatiguent, je suis cassé de cette journée, elle a été énorme, les jours précédents, ils ont été énormes, mais surtout, vous avez été énorme. Faire des lives comme ça, parler pendant des heures tout seul, enfin tout seul sans être tout seul, c'est quand même une performance. Et c'est vrai que si jamais il y avait marqué 0 à côté du direct, je me sentirais pas aussi bien. Je le ferai quand même parce que je sais que les gens viendraient revoir le jour d'après ou sur Facebook ou même sur YouTube. Mais c'est pas la même chose. Et puis le fait de pouvoir parler, interagir avec vous, de voir que vous répondez, que vous participez, etc., qu'on rigole, que vous rigolez, que je rigole aussi, c'est cool, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Honnêtement, je vous ai dit, j'ai préparé ce live et ça a été la misère quand j'ai voulu mettre mon compte à rebours traditionnel à 15 minutes avant que le live commence. Et ça n'a pas voulu prendre, et la connexion n'a pas voulu se faire. Et franchement, j'étais déboussolé. J'ai commencé à me dire, mais si je fais pas ce live ce soir, comment même est-ce que je vais promouvoir des prochains lives? Comment est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Franchement, je pensais à tout, je réfléchissais à tout. Et je recevais plein de messages sur Messenger. Ouais, le live il commence à quelle heure? Est-ce que le live il a lieu? Et je n'osais même plus regarder, j'ai répondu à quelques-uns vite fait, mais... Voilà, finalement ça s'est fait, tant bien que mal. J'espère que les gens demain pourront consulter et voir ce qu'ils ont manqué. Et puis je mettrai une version YouTube. On va pas dépasser les 3 heures, on a 2h57, donc il va falloir clôturer là maintenant. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez été adorables. Je vous salue tous, en tout cas pour ceux qui sont encore là dans les derniers commentaires. Estelle, salut papy, salut Gali, on est ensemble, Gali Gun, non, je sais, le nickname il est là, le pseudo. Rabat, Sosia, bonsoir à tous, bonne nuit à toi aussi, à Mehdi, bonne nuit. Donc voilà, vraiment bonne soirée à tous, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir participé. Jessie, salut. Je suis vraiment content que vous m'ayez épaulé jusque là. J'espère que vous avez apprécié, la présentation, vous avez apprécié le phrasier, la motivation. Moi j'ai apprécié la vôtre et j'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux dans cette expérience qu'est le live vidéo, les lives de sport for my pitbull. Au plaisir de vous revoir sur nos lignes, je vous salue. À très très bientôt. Ça va? Bye bye. Yo!